Le bonheur d'un jour est aussi difficile que la destinée de la vie entière. Madame, messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ce lundi 13 juillet de l'an de grâce 2020 pour une nouvelle édition de DBS Matin. On espère que le week-end a été, mais si ce n'est pas le cas, n'oubliez surtout pas, votre dos c'est le passé, votre devant c'est l'avenir. Là où vous vous trouvez en ce moment, si c'est le présent. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait du présent? Eh bien, on en profite. Il faut toujours profiter du présent parce que la vie est belle, elle est courte, elle est dangereuse, mais elle mérite d'être vécue. Mes deux mousquetaires sont là ce matin. Marguerite Vernachus, good morning, welcome. Good morning, Steve, and good morning to our viewers. How is it? We thank God we are fine today. J'espère que le week-end a été. No, it was a very relaxing weekend, Steve. Bon, pour une fois que vous dites que ça a été, ça me va droit au cœur. Alain Dior, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour également à tous nos téléspectateurs de ce matin. Mais permettez-moi de dire un bonjour particulier à ceux qui nous regardent du côté de Yaoundé parce que j'y étais le week-end. Et puis, le retour qui vient, c'est qu'on nous regarde bien du côté de Yaoundé. Merci. On espère également pour vous que le week-end a été. Absolument, très bien. Parce que si vous étiez à Yaoundé, on sait pourquoi. Et puisque vous êtes là, messieurs, tout de suite et maintenant, voici l'information traitée par nos confrères de la presse écrite. Eh bien, la première partie en langue anglaise avec Marguerite Vernachus. For this Monday, the 13th day of July 2020, we begin from the Guardian Post newspaper that says, Konak goes tough on government, decrying absence of anti-corruption law, non-implementation of Article 66 on declaration of assets, accuses government of stifling corruption fight by providing insufficient and human resources, and fault the judiciary authorities for refusing to recognize Konak's role in corruption fight. This was during a meeting with journalists to commemorate the 4th edition of the African Anti-Corruption Day last July 10th in Yaoundé. In the fight against COVID-19 pandemic, Atanganji likened Paul Biya to biblical King Solomon, describing him as a man of action who, in the face of any major challenge, observes, analyzes, and acts courageously without hate. Read the write-up on page 7. Then talking about job creation, the Guardian Post newspaper tells us that government select 6 councils for pilot phase of labor-intensive program. These are Kumba 1 Council in the Southwest region, Mbere in Adamawa region, Bafusam 2 in the West region, Akom 2 in the South, as well as Matom and Ngura. Government will inject over 2 billion francs CFA in this first phase of the project. The Post newspaper on education tells us that the SNES Fakla alleged pact over sacked UB lecturer creates panic as SNES president says all they seek is a presidential pardon for their sacked colleague. Then on page 10, the paper informs us that Konak recovers 1.6 billion francs CFA from embezzlers between 2010 and 2020. The revelation was made last July 11th as they commemorate the 4th edition of African Anti-Corruption Day. Then on page 5, Biya sets stringent guidelines on 2021 state budget while prioritizing the reconstruction of the Northwest and Southwest region and emphasizing on combating COVID-19 pandemic. The Sun newspaper, shining on the crisis in the Northwest and Southwest region, says fury as separatists kill health worker. Doctors Without Borders condemn the killing of community health worker in Kumba last July 10th, saying the organization is an independent humanitarian entity providing medical care to those most in need, regardless of religion, political or cultural background. On page 10, Ambassador Herman Cohen proposes a path to peace for Cameroon. On page 2, we read of the June parliamentary session, which the paper says it was another sitting to forget, a sitting that was anticipated to mark a turning point for the country's future, but many agree little emanated from that gathering. We take the Reporter newspaper talking about the fight against COVID-19 pandemic in the Northwest region with Edison Frundi, who fortifies institutions with modern thermoflash kit.
And still in Bamenda, the Northwest Governor tasked new UCCC executive to revamp the region's ruined economy. And then in the West region, the paper tells us that the Bamon ruler allocates 700 hectares of land for IDPs in Fumban and Fumbot. We take the Newswatch newspaper on the reconstruction of the Northwest and Southwest region on page 3 and writes, CPDM Baron backs the initiative, saying it is Biya's apology to Anglophones. On page 9, like mother, like daughter, Newswatch newspaper informs us that Brenda Biya will dedicate proceeds from her beauty business to charity. And in this sad story on pages 6 to 7, the Rights Commission Chair Dr. Chimota and the star publisher Chief Nkemanyang will be buried on July 18th and 25th respectively. We take the Median newspaper on page 5 that says, there is no hiding place for terrorists as presumed murderers of Florence Ayafo were unmasked. Mba Innocent, 31, and Ngu Rogers, 30, were last Friday, July 10th, presented to the press in Yaoundé. And the paper tells us that they will be handed over to the Military Justice Department anytime soon, according to military spokesman. Then on page 3, the paper asks, who is blocking negotiations between government and separatists as the alleged talks with separatist leaders has exposed camps within the Biya regime? And still on the same issue of ceasefire talks in view, the paper is worried as to who should negotiate for the separatist leaders in jail or as asylum seekers in the diaspora. An Emergence newspaper dwelling on the ceasefire talks says there is tension within the Cameroon government. On page 5, we have the revelations of Richard Moncrief, Director of Central African Project at the International Crisis Group. We take the government-owned Cameroon Tribune on pages 3 to 7 that talks of preparations for state budget with the head of state's orientations. These are contained in a circular letter signed last Friday by President Paul Biya indicating that the finance law for next year should be prepared respecting the rules put forth by the new financial state regime while bearing in mind the evolution of COVID-19 pandemic in Cameroon. On preventing COVID-19, the Prime Minister reiterates the obligation of wearing face mask. This was when he chaired the weekly meetings of the Interministerial Commission in charge of evaluating and monitoring the implementation of government's response strategy against COVID-19 pandemic last July 10th, 2020. Prime Minister Chief Dr. Joseph Dion-Ngute reminded all Cameroonians that the presidential prescription must be respected to the letter, enjoining ministers to ensure stricter control, as we read on page 11. We take papers out of Cameroon, beginning from the Sowetan Life newspaper in South Africa that talks of the South African Weather Service on Sunday that warned of a looming strong cold front expected to bring severe storms to the Western Cape from this Monday. The service said current indications were that the storm could be more severe than the one that made landfall last week. In Nigeria, the Vanguard newspaper tells us that the Southwest is ready to take over from Buhari in the 2023 presidential elections. This is according to the ARG party on Sunday, declaring that the Yoruba nation is ready to take over, calling on prominent Yoruba leaders in the All Progressive Congress to urgently address the unwarranted division among its ranks and ensure that the Southwest region clinches the presidential ticket of the party in 2023. In East Africa, the Herald newspaper in Zimbabwe says chief executives of 5 major government hospitals have been relieved of their duties by the Health Services Board as part of what is described as a restructuring exercise within the Ministry of Health and Child Care, alongside some directors who have also been moved. Out of Africa, the Herald newspaper in Scotland says post-COVID Scotland needs a £150 billion green revolution. And we end with the Guardian newspaper in Britain that says councils lose millions after virus hits investment and are likely to shed thousands of jobs and cut services. Steve, these are some of the information that we could have from papers in Cameroon, Africa.
and the world. Des informations traitées d'ailleurs par nos confrères de la presse écrite ce matin. On va justement retenir, il faut le dire, la grande une des Sun ce matin qui nous parle bien sûr de la furie des séparatistes qui ont d'ailleurs tué, il faut le dire quand même, des médecins qui travaillent pour la santé des populations de ce côté-là. On ne va pas également oublier The Median qui nous fait savoir ce matin que les 2 présumés assassins de Florence Ayafor sont aujourd'hui aux arrêts. En tout cas, allons-y dans la langue française avec Alain Diok ce matin. Commençons par le quotidien Cameroun Tribune qui barre à son pied de une. Préparation du budget de l'État, les orientations du chef de l'État. C'est dans une circulaire signée vendredi dernier que le président de la République indique que le projet de loi des finances de l'année prochaine devra donc se préparer dans le respect des règles définies par le nouveau régime financier de l'État en tenant justement compte de l'évolution de la pandémie du coronavirus. En page 14 du même journal, l'on parle de télécommunications avec justement le Cameroun qui protège ses données. Le data center construit à Zamungwe pour près de 10 milliards de francs CFA va permettre au pays justement de sécuriser ses données stratégiques sur place. Alors que les travaux viennent d'être achevés, le Minipostel y a effectué une visite vendredi dernier pour justement s'assurer de la fiabilité des installations, nous dit Cameroun Tribune de ce matin. Le magazine Défi Actuel revient sur cette circulaire du président de la République relative justement à la préparation du budget 2021, relève justement les grandes orientations des dépenses pour l'année prochaine, entre autres rendre opérationnels les barrages hydroélectriques, assurer justement la révolution agricole, promouvoir la transformation locale des matières premières et puis optimiser les recettes non pétrolières. Relâchement, attention, le virus tue toujours. C'est le titre qui barre la une du quotidien Le Jour qui indique que dans les bars, les marchés, les transports, le respect des mesures barrières a quasiment disparu, nous dit le journal. En tout cas, le journal fait une série de reportages en page 2 et même 3. Tout cela est à lire dans le quotidien Le Jour de ce jour. Le quotidien de l'économie évoque justement 10 projets numériques qui barrent la route au Covid-19. En effet, selon le journal, ils se sont démarqués parmi les centaines de propositions qu'ont faites les jeunes pousses camerounaises pour apporter justement une contribution digitale à l'éradication du virus qui sévit actuellement dans le monde, nous dit le quotidien de l'économie. Le journal Intégration évoque justement les lumières éteintes de flou sur les chiffres du Covid-19 au Cameroun. En effet, autour des données sur la pandémie, un manque de coordination et une multiplication contre-productive des instances de gestion trahissent justement un gouvernement à peine, nous dit le journal Intégration de ce matin. Œuvre énergétique du haut vol, titre choisi par nos confrères du quotidien Mutation qui indique que 30 MW en provenance du barrage de Mevele injectés dans le réseau au bénéfice des régions du centre, sud, littoral, nord-ouest, sud-ouest et même du côté de l'ouest. Selon le journal, le ministre Elundu et Somba annoncent justement dans la foulée l'arrêt de l'utilisation de 4 centrales thermiques réputées budgétivores. L'économie du Cameroun revient sur la révalorisation de certaines personnes, en tout cas de certaines pensions à la CNPS. Dans le journal d'Aloïse, on en a lire les explications de Noël Alain Olivier Mekoulou Mvondo Akam, directeur général de la CNPS. La Voix du Centre, le journal de la francophilie, parle justement de l'influence immédiate à Mogobelinga devrait l'abattre. Il s'agit là de Paul Kémonier. En effet, selon nos confrères de la Voix du Centre, l'influence du milliardaire dans la presse a fait peur à certains pontes du régime. Son objectif était justement de mettre les médias privés aux ordres pour justement une éventuelle conquête du pouvoir. Pour y médier, certains lobbies ont donc fait du groupe L'Anecdote le contre-pouvoir, nous dit le journal La Voix du Centre de ce matin. Le journal Essinga évoque justement les obstacles officiels sur les adieux de la nation au colonel Marius Etoundi, l'ultime distinction du président de la République à son défunt médecin personnel emporté par la fièvre bielleuse
hémoglobinerie nocturne le 22 mai dernier est une médaille de la Croix d'honneur militaire remise justement à sa veuve par le préfet de la Léki lors de la cérémonie funéraire très courue le samedi dernier du côté de Kouabeng. Dans le journal Lire l'éloge funèbre du ministre Henri Yébéaïchi, président du comité départemental de mobilisation de l'élite et forces vives de la Léki. Toute suite direction au Gabon avec le journal L'Union qui titre Covid-19, l'espoir d'une décrue. L'épidémie dans ce pays entre ce 13 juillet est dans son 5e mois. Le premier cas a été donc diagnostiqué le 12 mars dernier. Si la barre de 6000 cas positifs au Covid-19 s'apprêtait donc à être franchi ce week-end, le nombre de nouvelles infections quotidiennes apparaissent en net repli et celui des guérisons en augmentation notable, nous dit le journal. Un signe d'espoir qui ne doit donc pas être synonyme de relâchement des efforts. Au Congo, les dépêches de Brazzaville, justement, nous renseignent que du côté de Brazzaville, la voirie urbaine subit une cure de jouvence. En effet, plusieurs tronçons dégradés du réseau routier de la capitale suivent donc ce chantier. Les ouvriers commis donc à la tâche accélèrent donc les travaux au profit justement de l'absence des pluies, nous dit les dépêches de Brazzaville ce matin. À Air de Congo, le courrier de Kinshasa nous renseigne que Célestin Tundaya Kazende rend le tablier. En effet, le ministre de la Justice et garde des Sceaux a déposé sa démission du gouvernement. C'était donc le 11 juillet auprès du Premier ministre. Dans sa déclaration de la presse, le ministre démissionnaire a donc remercié le président Félix Antoine Tshisekedi pour lui avoir fait confiance. Direction la France avec le journal Le Monde qui parle de grandes villes avec l'écologie à l'épreuve du pouvoir. Selon le journal, dans la foulée des municipales, les nouveaux maires écologistes sont maintenant attendus sur la mise en pratique de leur programme. Terminons par le quotidien sportif, l'équipe qui évoque justement le Grand Prix de Styrie où Hamilton était devant Boas. Mercedes ont donc signé sur la deuxième course de la saison alors que Ferrari a reçu une journée sombre. Au journal de dire tout simplement noir. Voilà Steve, les différents sujets traités par la presse ce matin. Le reste c'est en kiosque ou chez votre marchand de journée. Tout simplement noir parce que jusqu'à preuve de contraire, on parle quand même de la seconde course de l'année. Ce ne fut pas le cas depuis très longtemps. Ça, il faut le préciser. Il faut encore dire que Lewis Hamilton a encore gagné ce week-end. Preuve que quelque part, eh bien, il pourrait remplacer quelque part un grand homme que nous connaissions bien, qu'on appelait Schumacher, qui était vraiment pas mal, hein, le plus grand des champions d'ailleurs, comme Ayrton Senna également, qui furent les meilleurs en Formule 1. Je vais me reprendre avec le titre de l'intégration ce matin. Lumière éteinte de flou sur les chiffres. Il faut préciser par ailleurs que le Premier ministre John Gouté, et sans oublier bien sûr le ministre de la Santé publique, a donné les chiffres vendredi dernier, 10 juillet. Il faut quand même que certains de nos confrères sachent cela. Et bien, les chiffres selon lesquels il y a 15 173 personnes qui avaient été testées positives, parmi lesquelles 11 928 personnes ont été guéries, et on a 359 personnes qui ont décédé justement de ce Covid-19. Je parle bien sûr du rapport du vendredi 10 juillet dernier. Absolument. Vous savez que depuis un certain moment, le gouvernement a pris justement d'autres résolutions concernant justement parce que c'était justement au quotidien, on donnait les chiffres. C'était devenu un rituel. Voilà, c'était à un moment donné, ça faisait peur. Oui, ça faisait peur. Vous savez que dans l'aspect social, ça faisait vraiment peur et ils ont pris sur eux justement de pouvoir communiquer les chiffres, mais pas comme avant. On le faisait avant. Comme on le faisait avant. Mais maintenant, je crois qu'il y a ceux qui pensent qu'effectivement, il fallait continuer pour une certaine traçabilité. Mais le gouvernement a pris une autre option. Maintenant, il y a d'autres aussi qui pensent que justement, en faisant cela, il y a du flou. Justement, même dans le nombre de cas positifs. Et donc, je ne sais pas pourquoi il y aurait du flou dans ce nombre. Toujours est-il que... Je pense que le gouvernement n'a pas voulu alarmer les populations, hein, en faisant comprendre que, bon, jusqu'à preuve de contraire, il y a des choses qui... Et justement, quand on voit aussi le nombre de guéris, c'est pour dire qu'également, la maladie ne tue pas forcément lorsque... 11 928 personnes guéries. Voilà. Lorsque vous observez certaines règles prescrites par l'OMS et le gouvernement. Et donc, je pense que chacun y va de son commentaire. Ceux qui pensent que, justement, il fallait continuer dans le sens où à chaque jour il fallait justement donner un rapport sur on a eu tel nombre aujourd'hui, il y a eu tel nombre de guéris. Donc je crois que je vous rappelle qu'à cause de cela, il y a pas mal de personnes qui ne vont plus dans les hôpitaux.
Steve, that's what I wanted to. Il faut que les gens le sachent, hein, parce que au fur et à mesure, quand on le dit, certaines personnes refusent d'aller aujourd'hui dans les hôpitaux. Steve, I wanted to come back to this issue. It is true that when the pandemic started, Cameroonians were, we were afraid of the illness. Ça, c'est vrai. Because we had not, like every other person, we had not mastered or we were not used to the illness. And On ne savait pas comment faire en plus. Hein. Actually, it is becoming gradually like one of the normal illnesses like malaria, HIV that we have been living with. But I rather think that this one is a bit complicated because for now, actually speaking, authentically, there is no treatment for now. I would rather think that it is high time the government keeps up this sensitization. That is why when you listen to what the Prime Minister was insisting on the issue of wearing of this face mask, that it is still obligatory in public places. And Steve, when you look at our city, I take for example, just Douala, where we are, you discover that it's like people are convinced that this pandemic is over. Because when you just go out into the road, you can count those who are wearing face masks, and even those who are wearing it, it is just, we call it chin mask, because they are actually wearing it on the chin and no longer where it was supposed to wear. Vous avez raison, certaines personnes le mettent carrément sur le menton. Absolument. Bon, c'est devenu le masque pour le menton. That is it, no Et c'est ce que le quotidien L'Union du Gabon évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire que du côté du Gabon, quand même, on voit qu'il y a une nette évolution. Ils sont déjà, je crois, à 6 000, mais il y a aussi le nombre de guéris qui progresse. Et donc le journal dit que c'est pas pour autant relâcher. Et nos confrères de Le Jour nous font savoir également cela ce matin à la grande une. Relâchement, attention, le virus tue toujours. Actually, and that's the truth. Because in as much as we are assuming that there is no coronavirus, you get the infection rate increasing. We already passed 15,000. So which means if we keep progressing like this, there will be no way headway. So I think we need to keep on sensitizing people, and I would rather think that the fear that we had when this thing started in March, it should be the same fear if we are ready to contain the spread. Because Cameroon is among the third or fourth country in sub-Saharan Africa with such high numbers. Some countries are still talking of 6,000. We're already at 15 past climbing. So I think that we should keep sensitizing. 15 173 personnes, il y a quand même 11 928 personnes guéries. Et Steve, les mauvaises habitudes se sont réinstallées. Vous allez voir aujourd'hui, on commence à bâcher, comme on dit, on commence à bâcher dans les taxis. Ça recommence. À quoi sert la police en ce moment-là? Parce qu'il faut quand même que les policiers arrêtent ce genre de personnes, les mettent en fourrière. Bon, comme les policiers ne sont donc pas là, qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Il s'agit de prendre conscience, tout le monde doit prendre conscience, savoir que la maladie existe. Pourquoi avant la police n'était pas derrière ces taximans? On prenait juste, on ne bâchait pas, comme on dit, on ne bâchait pas. Mais aujourd'hui, c'est revenu simplement parce que les gens ont le sentiment que, écoutez, c'est terminé pour la pandémie du coronavirus. Que non. C'est pour ça qu'il y a d'autres médias qui essayent aujourd'hui de revenir et de dire aux gens que, attention, le coronavirus tue toujours, et donc il faut prendre toutes les précautions nécessaires. On a l'impression en fait que les gens ne sont pas responsables de leur propre santé. Absolument. Et ils ont l'impression que c'est le gouvernement qui doit être responsable de leur propre santé. Ils montent dans un taxi, bâchent 4, 5 personnes, 6 personnes même parfois, et ça ne leur dit absolument rien. C'est la même chose également sur les motos. They think that it is the government that is... There is nothing like government. There is no government, because no government can die. It is you or I who will die. So I think that this fight should be a personal initiative. I prevent myself from being contaminated. Vous savez, il y a une mauvaise habitude aujourd'hui lorsque vous prenez par exemple une moto, si vous la prenez tout seul et que vous donnez votre paix, le mec il pense que non, il doit porter quelqu'un d'autre derrière vous. Of course, because c'est quand même bizarre. You will not also accept. Mais là, quand vous n'acceptez pas, vous commencez à avoir tous les problèmes de la planète. Absolument. et la santé des populations ne repose pas sur les mains des policiers. Il faut qu'on arrête ça. Chacun est responsable de sa propre santé. Il faut prendre toutes les précautions nécessaires pour que justement qu'on ne soit pas atteint du Covid-19. Messieurs, parlant justement de santé, le SON nous fait savoir que du côté du nord-ouest et du sud-ouest, eh bien, on tue ceux qui travaillent pour la santé. Actually, Steve, the news came last July 10th, saying that a health worker was killed. That was actually in Kumba in the southwest region. And, it is very, very disturbing when this came. You know that even in a full-blown war, there are some particular sectors that are respected. Because the enemies, even the both come. Once there is any somebody wounded or dying,
it is the health workers who come to help. They are not looking whether you are... Quand bien même on réclame des choses, Mangue Vernachus, on n'a pas le droit de brûler les hôpitaux, les écoles, les établissements publics. Tout ça, c'est encore à reconstruire. Voilà pourquoi le gouvernement a demandé, c'est des intensités qu'ils vont justement reconstruire le nord-ouest et le sud-ouest. Quand on se rend compte encore que ces personnes, ces séparatistes se lèvent encore pour tuer les personnes qui peuvent les soigner. C'est quand même bizarre. And the worst thing is killing somebody who came from a non-governmental organization, a humanitarian organization that came in to assist those who are in need. And then they go about killing them. What do they want? Is it that we should allow? And the worst thing is, when they start doing like this, those who keep suffering are the masses, because they are blocked. They are blocked and they are dying. There's no way. And when this organization decides to come to their aid, instead they come killing them. I think the war is actually making no sense at all indeed. Eh bien, quand vous parlez de no sense, hein, j'aime bien quand on le dit. Ah, vraiment, c'est vraiment un no sense extraordinaire. Qu'est-ce qui se passe entre la CONAC et le gouvernement? You see, when I read this story, I was asking myself, parce qu'il faut bien qu'on comprenne. Hein. Is it that the government decided creating CONAC just to give the impression that they are fighting this corruption, is embezzlement in Cameroon, or what is happening? When you listen to the report that the CONAC chairperson gave last July 10th in Yaoundé, they were decrying certain issues, setbacks from the government itself. They are asking that the government has not provided them with enough resources, human and financial. The government is not giving them laws that would back them to fight embezzlement, such as the famous Article 66 of the Declaration of Assets. We would have expected that government officials of certain positions should declare their assets in such a way that when you are rounding up your tenure in office, we could be able to assess. But it's as if the government is silent on it, thereby blocking CONAC from carrying out de faire justement son travail. That bon, is it. On a donc l'impression que finalement c'est le gouvernement qui est le plus corrompu. Hein. Ça, il faut le dire. And that is why the Guardian Post tells us that the paper goes tough on government, because if government were open, CONAC would be able to identify this. Mais là, en ce moment-là, on pourrait justement savoir qui corrompt qui fait quoi. Oui, absolument. Le problème qui se pose, c'est que justement, la mission de la CONAC, c'est-à-dire que la CONAC est simplement là pour enquêter, mais la CONAC ne prend aucune décision. C'est ça le problème. C'est-à-dire, il y a des gens qui pensent que vraiment la CONAC c'est comme une espèce. C'est-à-dire, on vous donne on l'a créé juste pour le plaisir. On tient la corde. C'est-à-dire, on vous demande d'aller enquêter, de savoir s'il y a des faits de corruption dans les entreprises, mais vous ne prenez aucune décision. Pourtant, vous faites justement un autre journal nous a fait savoir qu'il y a 1,6 milliard de francs CFA. 1.6 billion that has been recovered between 2010 and 2020 by CONAC, which means if we gave them the necessary assistance that they need, 10 ans, constitutionally, judiciary, because they were also crying that the judicial system. Il y a que 1 milliard et 600 millions de francs qui ont été récupérés jusque-là. Yes, en 10 ans. Yes, within 10 years. Et pendant ce temps, il y a des gars qui gardent des milliards chez eux. That is the problem, because they don't have the necessary tool, the necessary assistance to go. Vous savez qu'il y a des gens qu'on leur demande d'aller rembourser, ils vont directement à la maison, ils entrent dans la chambre, ils remplissent les sacs, ils remontent dans la voiture. Steve, and the government says nothing, and we hear nothing. That is why CONAC says the government is not helping them in this fight against embezzlers in the country. Terminons, messieurs, avec cette grande une de mutation ce matin, œuvre énergétique du haut vol. C'est le titre d'ailleurs retenu par nos confrères. Oui, absolument, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle de savoir que justement le barrage de Mainville est enfin fonctionnel, parce qu'on dit que ça doit apporter 30 MW additionnels au réseau actuel. Dans le centre-l'ouest. Oui, donc littoral, le réseau interconnecté sud. Je vais dire le réseau. On espère qu'en ce moment le kilowatt va. Ça, je ne sais pas encore. Maintenant, mais ce qui est important de relever, c'est justement les centrales thermiques. Oui. Parce qu'on disait que ça bouffait beaucoup d'argent, parce qu'il fallait du fioul. Et du fioul, je crois que c'est l'entreprise Tradex qui livrait, et ça faisait énormément d'argent à l'État du Cameroun. Et donc aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle, encore que le ministre vient de faire une sortie pour dire que justement, comme il y a déjà, je parlais de l'addition tout à l'heure de 30 MW, et justement, il y a peut-être 4 thermiques qui vont justement... entrer également
il faut dire, en opération. And we expect that this 30 megawatts of electricity should bring a change. Yes, let's have a change in electricity supply in the country. On ne peut pas également oublier que vendredi dernier, le ministre de l'énergie est sorti justement pour faire une lettre à Eneo. Nous allons en parler d'ailleurs dans notre grand débat ce matin. Cameroun, facture estimée d'électricité. Eneo hors la loi, c'est notre grande interrogation. Messieurs, merci d'avoir été là ce matin pour votre revue de presse. Nous allons vous retrouver forcément demain. Bon début de semaine à vous et surtout bonne journée. Tout de suite et maintenant, la chronique de Hervé Mokuri. Hervé Mokuri, bonjour. Bonjour Steve. Bon début de semaine. Merci, c'est gentil. Le week-end a été? Ça a été avec du café noir comme au frigo, quoi, si vous comprenez ce que je veux dire. On vous comprend parfaitement. Voilà. Parfois, il faut de temps en temps... De temps en temps. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Et si vous êtes là ce matin, vous nous parlez justement des divisions entre les leaders séparatistes qui pourraient plomber le dialogue amorcé entre les sécessionnistes et le gouvernement camerounais. En tout cas, c'est l'objet de votre chronique de ce lundi matin. Les Camerounais en général et ceux du nord-ouest et du sud-ouest en particulier languissent pour un retour à la paix dans les deux régions du Cameroun en crise. C'est donc avec soulagement manifeste qu'ils ont appris l'annonce de contact entre les émissaires du gouvernement et les séparatistes factions Julius Ayuk-Tabé Sissekou. Même le communiqué du gouvernement apportant un démenti sur les négociations avec les leaders séparatistes n'a pas atténué l'enthousiasme des Camerounais. Omnibilés par une envie, voir gouvernement et séparatistes mettre en branle un mécanisme susceptible de conduire inexorablement vers une sortie de crise et en définitive un retour à la paix. Mais toute analyse faite, le chemin qui conduit vers la paix ne sera pas de tout repos. Du fait de la présence des intransigeants dans chaque parti, et ces personnes fermes au dialogue sont très influentes, il faut quand même le reconnaître. Au nom des intérêts obscurs, elles sont prêtes à tout pour faire échouer le processus pouvant aboutir à un retour à la paix. Et si on en est là aujourd'hui, c'est justement parce qu'on a laissé croire à ces inflexibles que leur position, celle d'être hostile au contact ou même au dialogue, était la meilleure. 4 ans après, les résultats sont tangibles, c'est l'impasse totale. Le gouvernement qui en compte beaucoup d'intransigeants et épouser leur logique se sent aujourd'hui contraint de faire machine arrière devant la pression entre guillemets de la communauté internationale. Mettant ici en cause le cas des intransigeants qui pensaient qu'en initiant des rencontres comme le grand dialogue national qui a eu lieu au mois d'octobre 2019, la situation pourrait être décantée dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Côté gouvernement, se montre donc désormais ouvert au dialogue flexible, puisque les contacts avec les leaders séparatistes sont désormais entrepris. Côté séparatiste, justement, les choses se compliquent davantage. Et là où on revient en disant qu'il fallait vraiment battre le fer quand il était chaud. Les 4 années de crise ont pourri la situation sur le terrain avec l'émergence de nouveaux leaders et la multiplication des groupes. Conséquence, on note donc des divisions internes au sein des anglophones. Certains groupes sont prêts à prendre langue avec Yaoundé, se montrent d'ailleurs disposés et soutiennent l'initiative du dialogue amorcé entre-temps, enfin des contacts de ces derniers temps. D'autres ne transigent pas sur leur position, l'indépendance, la sécession ou rien. C'est donc la fracture sur le terrain avec des groupes anglophones. Certains s'autonomisent même déjà par rapport à leurs leaders. Pire, on voit l'apparition de groupes criminels dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et de groupes d'autodéfense. Et certains groupes d'autodéfense sont même appuyés par le gouvernement. Je vous laisse deviner donc la situation assez chaotique sur le terrain dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et ce sont les populations qui en font les frais forcément. Cette division au sein des sécessionnistes, penserait-on, ferait les affaires du gouvernement. Non, non et non. Bien au contraire, cela complique davantage et si une situation n'est pas très rapidement trouvée, c'est la catastrophe. Car on ne peut entamer des négociations avec la faction Julius Ayuk-Tabé Sissekou pendant que les groupes dirigés par la faction Dr Samuel Ikome
poursuivre les exactions sur le terrain. C'est inimaginable et c'est sans issue. S'agissant des conditions des séparatistes, là aussi, ils ne sont pas partagés par toutes les factions. Déjà, le gouvernement aura du mal à accepter celle imposée par la faction de Julius Ayuk Tabé, qui pose un certain nombre de conditions, retrait des militaires, patati patata. Et de l'autre côté, il y a d'autres conditions. Ces conditions même déjà ne sont pas acceptées par la faction Dr Ikome. Autant de choses qui, n'est-ce pas, devraient nous amener à nous inquiéter sur les raisons, n'est-ce pas, d'un dialogue qui peut être entamé avec ces différents groupes. Donc l'heure est maintenant d'appeler les différents groupes anglophones de se ressaisir et de se mobiliser pour qu'ensemble ils prennent langue et se retrouvent face au gouvernement pour trouver finalement une solution définitive à cette crise. Il s'agit là, comme il refuse de dire au Cameroun, il s'agit là de la paix pour l'Afrique, disons-le comme ça. Pas seulement pour l'Afrique, pour le Cameroun également. Voilà. Puisqu'on parle du Cameroun. Disons-le comme ça d'abord. En attendant que tout se passe bien. Il y a des mésententes au sein, il faut le dire, des séparatistes. Il y a également des mésententes, il faut le dire, au sein même du gouvernement camerounais. Tout à fait, je l'ai relevé là parce que au sein du gouvernement, il y en a qui disent, bon, vraiment, comme on a commencé la guerre, allons jusqu'au bout, ce qui n'est pas normal aussi. Et il y en a par contre qui disent que non, vraiment, 4 ans, la situation perdue. Elle s'est enlisée. Et là, il faut trouver une solution. Et parce que ceux qui sont intransigeants ne pensent pas aux populations, ils oublient que c'est les populations qui payent. Il y a des gens qui souffrent énormément dans ces deux régions. On a également l'impression qu'au sein même du gouvernement, il y a certains qui tirent les marrons du feu. Je ne me le fais pas dire. Vous avez presque tiré ça de ma bouche. Je ne voulais pas le relever, mais en fait, dans la guerre, il y en a toujours qui tirent les marrons du feu. Il y en a toujours qui s'engraissent, comme qui dirait. Mais il est temps, vraiment, qu'on mette un terme à cette crise. Et on a l'impression également que derrière, il y a des promoteurs de cette guerre. Il y a des promoteurs de la guerre, justement, dans l'Ozo et le Nord. Puisqu'ils trouvent le compte, que ce soit du côté des sécessionnistes, que ce soit du côté du gouvernement, beaucoup trouvent le compte. Et il ne cesse d'allumer le feu pour que, à peine la flamme veut s'éteindre, allez, on verse un peu de pétrole pour que ça s'embrase davantage et que la situation reste essentiellement pourrie afin que, n'est-ce pas, ils puissent, comme vous l'avez dit... Pourtant, les sécessionnistes, certains, ils veulent l'argent à tout prix. Il y en a même qui ont eu de l'argent pour ne rien vous cacher. Mais là, vous savez, quand vous prenez un peu, vous montez en plus les enchères et le gouvernement commence déjà à comprendre que non, ça ne va pas continuer comme ça. Il vaut mieux, n'est-ce pas, trouver une autre solution pour éviter éventuellement que ces enchères ne soient incessantes. Tout à fait. Merci beaucoup, Aimé Moukoui, d'avoir été là ce matin pour votre chronique. Passez une bonne journée, surtout bonne semaine à vous. Mes invités sont là ce matin, justement, pour ce débat. Je vais commencer par André Christophe Anga. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, José Langos. Merci de m'avoir invité ce matin. Je voudrais dire merci au Seigneur qui nous permet d'avoir le souffle de vie. Je sais que ça va déranger plusieurs. Non, ça dérange personne. Plusieurs ici, mais bon, il faut commencer par là, à rendre grâce au Seigneur pour la vie qu'il nous donne et qu'il nous permette de faire une très belle émission. Ce soir encore, bonjour à tous les téléspectateurs de DBS Matin. Nous croyons que nous allons encore apporter notre contribution pour que notre société, le Cameroun, puisse être égayé, pour que les Camerounais puissent avoir la vérité sur plusieurs situations que nous traversons. Donc, merci de m'avoir invité et salut aux copanélistes et tous ceux qui nous regardent. Soyez les bienvenus, André Christophe Anga. Dr Yamtimba, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, M. Ngos, et merci de m'avoir invité une fois de plus. Bon début de semaine. À vous aussi, merci. Patient Pafedo, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à toi, Steve, à tes techniciens, c'est tes valeureux techniciens qui ne cessent de nous donner de l'espoir, parce que DBS, la matinale, c'est de l'espoir aussi, oui. Au-delà de toutes les thématiques et de les débats que nous essayons d'avoir sur ces plateaux. C'est l'espoir pour le Cameroun, pour l'Afrique, que notre Cameroun est possible, notre Afrique est possible. Et un bonjour particulier à Yamtimba, sans oublier Sango Pasto. Ne t'en fais pas, que la grâce du Seigneur te soit retournée. Albert Anatola ici, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Steve Ngo, je salue mes copanélistes, je salue tous ces nombreux anonymes qui nous regardent chaque matin dans le cadre de cette tribune et particulièrement tous les fan clubs de DBS Matin. Mon coup de gueule de ce matin, le 12 juillet 1884, le 12 juillet
2020, c'était, n'est-ce pas, le 136e anniversaire, n'est-ce pas, du fameux traité commercial Germano-Douala, qui est un événement, il faut le dire, historique, qui rentre dans les années de l'histoire du Cameroun, mais qui est passé dans l'anonymat. On ne sait pas pourquoi. J'ai, n'est-ce pas, reniflé tous les coins et recoins de la République. Je n'ai vu nulle part une petite table ronde à l'occasion de cet événement. Mais par contre, demain, 14 juillet, nous allons voir des choses et d'autres de ce genre dans certaines chancelleries occidentales à l'occasion de M. de Gaulle. Voilà l'histoire qu'on va enseigner à notre jeunesse. Et justement, c'est l'histoire qu'on va enseigner à notre jeunesse, la mauvaise histoire d'ailleurs, à la place de leur enseigner justement l'histoire de notre pays, l'histoire de l'Afrique. Mesdames, messieurs, tout de suite et maintenant, voici le débat. Mesdames, messieurs, très chers téléspectateurs, et vous qui êtes sur ce plateau pour entrer justement dans le vif du sujet, je vais vous faire lire d'ailleurs, je vais vous lire le message, alors la lettre du ministre de l'eau et de l'énergie à monsieur le directeur général de la société Eneo, la lettre qui date du 1er juillet 2020, eh bien, objet violation de la réglementation en vigueur de facturation par la société Eneo, concessionnaire du service public de distribution de l'électricité. Monsieur le directeur général, mon attention a été attirée sur de nombreuses plaintes des clients basse tension de la société Eneo consécutive aux facturations sur une base estimative de leur consommation d'électricité pour les mois de mai et de juin 2020. Dans des dizaines de milliers de clients ont en effet saisi ou se sont rapprochés des agences camerounaises d'Eneo ou alors les autorités administratives de l'ARCEL, mais aussi de mon département ministériel pour exprimer leur mécontentement sur le montant, il faut le dire, des factures reçues qui, selon les 10 clients, auraient été multipliées par 2, voire par 3, comparativement aux factures des mois précédents. Nous en parlions d'ailleurs sur ce plateau il y a quelques semaines. Pour prendre la mesure de cette situation, j'ai dépêché le 29 juin dernier, c'est-à-dire le 29 juin 2020, une mission conjointe Miné Arcel Eneo dans vos services déconcentrés de Yaoundé. Et du compte rendu qui m'en a été fait, il ressort que les écarts constatés sont justifiés par l'utilisation d'une nouvelle méthodologie de facturation que votre organisme a mise en place et qui est, il faut le dire, basée non plus sur les relevés réels des index de consommation à partir du compteur du client, mais plutôt sur une estimation des 6 derniers mois de consommation des clients. Ce qui est encore une autre chose très curieuse. Je tiens à vous faire observer à cet égard que cette démarche entreprise sans l'autorisation préalable de l'ARCEL est en violation de la réglementation en vigueur, notamment l'arrêté numéro 13013/Miné, c'est-à-dire ministre de l'eau et de l'énergie, du 26 janvier 2009 portant approbation du règlement du service de distribution d'électricité. Le ministre rappelle d'ailleurs l'article 7.1.1 du dit arrêté qui dispose en effet, s'agissant du relevé des compteurs, que la facturation est effectuée soit sur la base des relevés des compteurs des clients, soit au moyen de tout autre mode de facturation qui pourra être mis en place par Eneo avec l'accord de l'ARCEL. Le même, il faut le dire, article en son alinéa 1, 2 stipule par ailleurs, s'agissant de la facturation basse tension, que la quantité d'énergie à facturer est calculée par différence entre le dernier index servi, c'est-à-dire le mois dernier, à la facturation précédente et l'index relevé par AESONEL ou exceptionnellement par l'index communautaire par le client, communiqué par le client. Voilà ce que le ministre va déclarer. Mais pour entrer également dans le vif du sujet, il faut préciser par ailleurs que le ministre donne également un autre avis, compte tenu donc des conséquences sociales et des risques de troubles à l'ordre public, que souligne d'ailleurs le ministre de l'eau et de l'énergie, qui pourrait résulter de cette violation flagrante des dispositions réglementaires. Je vous prescris la mise en œuvre des actions suivantes. La première, la suspension, il faut le dire, sans délai, de toute procédure d'estimation de la facturation de vos clients. En deuxième position, le traitement au cas par cas des réclamations des clients.
des clients, le strict respect des dispositions de l'article 15, alinéa 4, de l'article du 26, de l'arrêté du 26 janvier 2009, sus évoqué, et selon lesquels, en cas d'erreur dans la facturation d'un client ayant pour conséquence une facture plus élevée que la précédente, que celle qui aurait dû d'ailleurs être, et que Eneo ne respecte pas les délais de réponse définis, Eneo paie une pénalité égale à la plus basse des valeurs suivantes. Eh bien, 50% du montant de l'erreur, le montant de la facture rectifiée, la reprise sans délai de la relève des index des compteurs et surtout l'établissement des factures correctives pour les clients dont la facturation est avérée mauvaise, le renforcement de la collaboration avec l'Arcel et les associations des consommateurs pour la résolution de ce problème de facturation. Vous voudrez bien me rendre compte de la mise en œuvre diligente de ces prescriptions auxquelles j'attache un grand prix. Veuillez agréer, monsieur le directeur général, l'assurance de mes salutations distinguées. C'est signé, bien sûr, du ministre, il faut le dire, de l'eau et de l'énergie du Cameroun. Messieurs, voilà ce qui a été dit, il faut le dire, le 1er juillet dernier, quand nous parlions d'ailleurs de ce problème de surfacturation et surtout des factures estimées, Dr Yam. Écoutez, le ministre est dans son rôle, sauf qu'il est dans la tactique. Et quand on est dans la tactique, à ce niveau de responsabilité, c'est un peu délicat. Il vaudrait mieux être dans la stratégie. Le secteur de l'électricité, c'est 4 niveaux. C'est 4 activités principales: la production, la transformation, le transport, la distribution. Les investissements les plus lourds sont les investissements de production et de transport. La transformation et la distribution sont des investissements relativement légers. Et au Cameroun, le secteur de la production est légalement libéralisé. Le seul secteur qui reste sous le monopole d'une seule entreprise, c'est le secteur de la distribution. La vérité, c'est que, allons au fond des choses. La méthodologie de Eneo, on pourra dire tout ce qu'on peut dire, mais vous avez une entreprise qui a 3 ou 4 inconvénients et qui se retrouve coincée. D'abord, Eneo est une entreprise étrangère dont les dirigeants, tout au moins ceux qui sont là aujourd'hui, très peu comprennent vraiment le Cameroun. En tout cas, le premier d'entre eux, il est au Cameroun depuis à peine 2 ans. Je crois qu'il comprend très mal le Cameroun et il ne sait pas très bien quelles sont les problématiques de l'énergie que nous avons dans notre pays. La deuxième chose, c'est que Eneo, c'est un peu comme une dame qui vend 2 tomates, mais qui a besoin d'une voiture pour aller livrer une tomate à gauche, une tomate à droite. Mais comment est-ce possible? La voiture pour livrer des tomates, alors que vous n'en avez que 2. C'est ça le problème c'est l'un des gros problèmes de Eneo. Une disponibilité de l'énergie qui est très faible en face d'une demande qui explose. En 2015, l'ancien directeur général disait que le Cameroun avait un déficit, c'était exactement le 25 juin, je crois, avait un déficit de 3000 mégawatts. Sauf que, en réalité, à l'époque même, tout le monde s'accordait à reconnaître parmi les experts que c'était plus du double. C'est-à-dire qu'en réalité, le Cameroun avait besoin de plus de 6000, entre 6000 et 9000 mégawatts. Les 3000 mégawatts correspondaient à ce qui était installé et dans le réseau actuel, quel était le besoin. Mais en dehors, c'est-à-dire si on tenait compte des nouveaux projets de promotion immobilière, d'industrialisation et de l'extension des villes, le besoin en 2015 tournait autour de 9000 mégawatts. Si on tenait compte d'un taux qu'appliquait Eneo même à l'époque d'évolution de l'ordre de 15% par an, eh bien, on se retrouverait, vous imaginez bien, 5 ans plus tard, à près du double. Donc, le besoin réel aujourd'hui de Eneo, c'est-à-dire du marché, la demande du marché camerounais tourne réellement aujourd'hui autour de 20 000 mégawatts. Vous enlevez plus ou moins 20%. Alors, le problème, c'est que Eneo n'a même pas 1500 mégawatts à vendre. À peine. Vous avez beaucoup d'installations, beaucoup de projets qui ont démarré, Memvelé, Mekin, vous avez KPDC à Kribi, mais vous vous rendrez compte que tout cela peine depuis plus de 10 ans à donner le plein potentiel ou à donner des tomates à vendre à Eneo. Alors la conséquence, c'est que
Eneo, qui avait pris un certain nombre d'engagements et dont la concession a été structurée de la façon dont elle a été structurée, croule sous des engagements financiers. Et du fait également de beaucoup de soucis liés à son management interne, croule aujourd'hui sous des engagements financiers extrêmement importants et urgents. Et donc, Eneo trouve les moyens de réduire les coûts. L'estimation des consommations est une astuce pour réduire les coûts. On a donc moins de releveurs sur le terrain et ça fait qu'en estimant, on peut réduire les charges que représentaient ces releveurs, on les a pas. Donc on réduit un peu les coûts. D'autre part, Eneo a commencé une opération de placement de compteurs intelligents. Bon, là, c'est vraiment une catastrophe. C'est-à-dire que nous sommes le seul pays au monde où vous avez une entreprise arrive, elle décide de vous placer des compteurs intelligents. Il n'y a aucune entité indépendante qui vérifie que les compteurs sont sérieux. La plupart des gens estiment que un compteur intelligent de Eneo vous facture 3 fois automatiquement votre consommation. Or, il faudrait que nos universités soient mises à contribution. C'est-à-dire que il devrait y avoir à l'université des laboratoires, puisqu'on fait des études d'électricité là-bas, d'électronique, etc., d'électrotechnique. Il devrait y avoir, ces compteurs devraient être homologués, d'abord par la norme, mais après, peut-être une étude de nos universités ou de laboratoires indépendants du Cameroun, pour s'assurer que ces compteurs-là débitent effectivement, comptent effectivement la consommation réelle des clients. Donc, vous avez une entreprise qui essaie autant que faire se peut de se sortir la tête de l'eau. Si on peut jouer un peu sur votre consommation, si on peut réduire les coûts à gauche et à droite. Mais, à la vérité, nous sommes là dans la tactique. Nous devrions être sur la stratégie. Nous ne pouvons pas, le ministre, nous pouvons apprécier qu'il y ait eu cette sortie. Parce qu'il fallait quand même que quelqu'un siffle la fin de la récréation. Et ça ne peut pas fonctionner comme ça. Mais, nous devons aller dans la stratégie. Pour que les problèmes de Eneo se résolvent, il va falloir que nous produisions beaucoup plus d'électricité que cela. Vous ne pouvez pas avoir à peine 1500 MW d'électricité que vous pouvez vendre, alors que les besoins sont très élevés. 12 fois plus importants. Mais les gars, ils se battent comme ils peuvent. Et de l'autre côté, je pense qu'il faut que les Camerounais apprennent à savoir que les secteurs sensibles doivent être dirigés par eux-mêmes. Il n'y a pas, c'est quand même incompréhensible qu'une chose aussi sensible que l'électricité, si le ministre reconnaît qu'il y a des risques de troubles à l'ordre public, qu'il y a des risques de soulèvements sociaux, mais comment on peut confier ça à des étrangers? Vous ne pouvez pas confier ce genre de choses à des étrangers. Vous devez vous assurer que vous gérez cette affaire vous-même. Pour vous assurer que vous êtes en adéquation parfaite avec la gestion des risques de troubles sociaux. 2, que vous maîtrisez, vous créez donc le circuit de maîtrise, le schéma de maîtrise des technologies liées à ce secteur pour que vous puissiez donc le dominer et répondre aux besoins de votre population. Et 3, vous devez vous assurer que l'électricité fait partie des systèmes d'accumulation primitive. Vous ne pouvez pas vous permettre, là où les gens payent de l'argent tous les mois, vous confiez à des étrangers, vous allez gagner de l'argent comment? Alors que c'est ça qui doit vous rapporter de l'argent pour faire les routes et construire des écoles. Vous confiez ça à des étrangers parce qu'ils vous ont apporté 100 milliards alors que vous avez un budget de plusieurs milliers de milliards. Vous n'aviez pas 100 milliards pour racheter les parts. Il y a quand même quelque chose dans la stratégie qui fait problème. Donc ça c'est un. Et puis de 2, vous avez libéralisé le secteur de la production. Mais pourquoi il n'y a pas de producteurs indépendants depuis près de 10 ans? Pourquoi il n'y en a pas? Alors que le fait qu'il devait y avoir des producteurs indépendants qui puissent donc négocier avec Eneo, alors là c'est quelque chose d'incroyable. Si vous voulez produire de l'électricité au Cameroun, vous êtes obligé d'aller négocier avec une société étrangère pour produire de l'électricité au Cameroun. C'est quoi cette affaire-là? Mais c'est quoi ça? Vous êtes, supposons même que vous soyez Camerounais, c'est-à-dire que vous êtes Camerounais pour produire de l'électricité au Cameroun et la vendre, vous négociez avec des étrangers. C'est quoi ça? Donc sur le plan stratégique, le truc est complètement enfumé et donc vous ne pouvez pas vous en sortir. Je pense que ce genre d'émission, c'est moins pour taper sur notre gouvernement, ils ne sont pas parfaits, personne n'est parfait, mais c'est pour attirer leur attention et c'est pour qu'ils comprennent qu'on contribue et qu'on leur dit, vous devez vous assurer que le niveau stratégique soit dégagé. Et qu'il n'y a pas de raison que lorsqu'un Camerounais veut produire de l'électricité, il s'adresse à des étrangers. Ça n'a aucun sens dans son propre pays. 2 et 3, puisque le secteur a été libéralisé et que lorsque les investissements sont faits, mais attendez, les gens ne vont pas aller porter les centrales ou les barrages et partir avec. Et de l'autre côté, sur le plan stratégique, il y a
des actions à court terme, des actions à long terme. Des actions à long terme, vous pouvez construire tous les barrages. Construire un barrage hydroélectrique demande entre 7 et 10 ans, parfois plus que ça en fonction de sa taille. Or, vous pouvez avoir des solutions à court terme qui peuvent se gérer sur 18 mois à 2 ans, qui sont des solutions de centrales à gaz que vous pouvez construire en 2 ans, qui vous permettent de vous développer. Bon, alors, mais sur le plan stratégique, on a pris l'option de dire qu'on va privilégier l'hydroélectricité. Donc, en réalité, on a dit, on se donne 10-20 ans pour augmenter la production. Pendant ce temps, les gens vivent de quoi? C'est justement la grande interrogation, Dr. Yam, ce matin. Et c'est ça les soucis. C'est-à-dire que Eneo qui est là, qui n'a pas assez à vendre, mais qui doit quand même amortir le peu d'investissement qu'ils ont fait depuis qu'ils sont arrivés. Ils ont quand même rénové le barrage d'Edea, le barrage de Son Loulou, je crois, et une partie des travaux aussi au barrage enfin, un certain nombre d'aménagements qu'ils ont fait. Ils ont continué. Aujourd'hui, il faut qu'ils rentrent dans leur argent. Et c'est cette pression des remboursements et des actionnaires qui fait que ils sont obligés de réduire les coûts drastiquement pour récupérer de l'argent. Et pendant ce temps, c'est le peuple. Le peuple, lui, souffre. Alors que parmi ce peuple, il y a des fils de ce peuple-là qui peuvent non seulement, qui veulent produire de l'électricité, pour qu'il y en ait beaucoup plus, qui veulent investir, qui peuvent attirer des investisseurs étrangers pour qu'on ait tout cela, pour qu'on ait de la production et du transport et de la transformation. Oui. Mais il y a d'autres problèmes de fond. Et c'est ça que je dis, en fait, le vrai problème, c'est la stratégie. L'autre problème de fond, c'est que chaque fois que vous faites venir des investisseurs étrangers, que vous voulez, que des gens veulent investir dans votre pays, vous butez au problème du franc CFA. Parce que le volume des investissements que le Cameroun peut avoir dans ce secteur va buter sur le fait que est-ce que la France peut garantir ça à l'étranger. La France ne peut pas garantir des investissements qui vont porter sur 2 000 ou 3 000 ou 5 000 milliards. La France ne peut pas garantir tout ça. Or, la conséquence, et nous, on ne peut pas s'endetter au-delà de nos réserves qui sont dans le compte d'opération du Trésor français. La conséquence, c'est que nous sommes là, coincés. Nous allons taper notre ministre de l'eau et de l'énergie, le traiter de tous les noms d'oiseaux. Nous allons taper nos propres frères qui travaillent chez Eneo et qui, on va dire, ah, mais ils ne savent rien faire, tout ça là. Mais est-ce que c'est eux le problème? Est-ce que le problème de fond est là? Le problème de fond au niveau de la gestion des investissements, entre autres choses, se trouve en partie dans le fait que nous avons un franc qui s'appelle le franc CFA, et deux, se trouve dans le fait que ce sont des étrangers qui en fait décident s'ils vont racheter la production de l'électricité au Cameroun, alors que ça devait être quelque chose qui est aux mains des Camerounais et qui répond à une stratégie des Camerounais pour ce secteur-là, qui devrait être basée sur des solutions à court terme. Le gaz, l'énergie électrique, l'énergie solaire coûte extrêmement cher, mais on peut essayer. L'énergie éolienne, on peut essayer, mais il y a essentiellement du gaz. Nous avons énormément de gaz dans ce pays et on peut construire des usines en 2 ans. Et en 2 ans, on peut donc, je connais au moins un projet sur 5 000 à 10 000 mégawatts qui peut être réalisé en 10 ans. Sauf que, est-ce qu'on peut faire des barrages, 10 000 mégawatts de barrages en 10 ans? Il vous faut déjà 10 ans pour en construire un. Merci en tout cas pour cette première prise de parole. André Kisefanga, dans le communiqué, pour ne pas dire lettre du ministre de l'eau et de l'énergie, il souligne quand même le trouble à l'ordre public au cas où les surfacturations continuent du côté d'Eneo. Mais écoutez, Eneo a un conseil d'administration. Le président du conseil d'administration de Eneo s'appelle professeur Séraphin Fouda, secrétaire général des services du Premier ministre. Eneo a des administrateurs dans son conseil d'administration camerounais, que ça a représenté par le ministère de l'eau, le ministère des Finances, la présidente de la République. Ils sont nombreux qui sont représentés dans le conseil d'administration. Ça veut dire que Eneo n'est pas seulement une société étrangère. Il y a la contribution des Camerounais à l'intérieur, des locaux à l'intérieur, parce que dans cette entreprise-là, il y a l'action de l'État à l'intérieur. Alors comment l'État peut négliger ces populations à ce niveau? Parce que c'est quasiment incroyable et impensable que des gens nous malmènent, des gens nous font ce qu'ils veulent, alors qu'il y a des hauts responsables camerounais dans cette entreprise. Parce que le communiqué, le ministre sait, ce n'est pas aujourd'hui, le communiqué ne vient que... Il y a son gars qui siège au conseil d'administration de Eneo. Donc il sait comment ça se passe. Mais j'ai déjà assisté une fois,
La seule chose, c'est que nos dividendes sont où? Où sont... qu'est-ce qu'on a apprêté après pour le conseil d'administration? Alors que les vrais problèmes sont là, les Camerounais sont entre eux. Donc en réalité, c'est eux-mêmes qui créent les dispositions pour qu'il y ait désordre. Pour qu'il y ait... tu as appelé ça quoi? Surfacturation. Non, pas surfacturation. Le risque de trouble à l'ordre public. Donc c'est eux les organisateurs de ce trouble à l'ordre public. Donc s'ils voulaient véritablement régler le problème, ils peuvent le régler à partir du conseil d'administration. Parce que tout ce que nous voyons, Arcel est représenté dans le conseil d'administration. En fait, la plupart de tous les gestionnaires de l'électricité au Cameroun sont impliqués dans le conseil d'administration de Eneo. Ça veut dire qu'ils ont droit de regard. Donc ça ne devait même pas sortir. Mais comme c'est souvent des ballons d'essai, quand on essaie de voir est-ce que la population va gober ça, c'est parce que justement, il y a des Camerounais éveillés et des gens, il faut apprécier le travail vous appelez ça quoi, des organisations des organisations des consommateurs qui veillent au quotidien pour les intérêts du Cameroun. Ce n'est pas aujourd'hui que nous avons commencé, nous avons des problèmes avec l'électricité ou bien avec la société qui distribue l'électricité. Mais c'est quelle même affaire ça? Donc même vendre le vent, c'est-à-dire de venir déposer les factures, on doit aller voir le blanc pour qu'il vienne nous déposer les factures. Parce que c'est le seul travail qu'Eneo doit faire. Venir nous donner les factures. Qu'ils font d'ailleurs. C'est tout. Mais on trouve que non, c'est quasiment impossible. Il n'y a aucun Camerounais qui est capable de faire ce genre de travail. C'est-à-dire sortir une facture et venir déposer que... Voilà, c'est toujours les Camerounais qui distribuent les factures. Hein. Mais écoutez, quand je parle, c'est une façon de dire que vous partez prendre des Américains, vous partez prendre des Anglais, vous partez prendre des Français, vous partez prendre tous ces gens-là pour venir nous donner les factures. Donc il n'y a pas de coursier au Cameroun, il n'y a pas quelqu'un qui est capable de faire le travail de coursier. Parce qu'en réalité, c'est un travail de coursier. Bien sûr. Donc, et c'est quasiment incroyable et impensable qu'on soit déjà, on reste encore à ce niveau-là. Pour une entreprise qui a été gérée auparavant par des Camerounais et qui marchait. Donc, nous pensons aujourd'hui qu'il faut régler le problème. Il faut aller en profondeur de ce problème. Ne regardons pas seulement le problème de facturation. Parce qu'en réalité, il y a des coups d'État qui se préparent à partir des choses comme Eneo. Parce que la vérité, c'est que on veut soulever le peuple. On veut dire au peuple que, mais vous faites quoi? Vous mourrez. On vous a dit qu'il y a les barrages, non? Qu'on est en train de construire les barrages, non? Les barrages là sont où? Certains barrages vont d'ailleurs entrer en production dans les jours qui viennent. Mais j'ai dit, hein, oui. Il y avait des barrages qui devaient coûter 200 milliards. On est maintenant à 450 milliards. Et c'est non livré. Vous imaginez un peu le gap. Vous avez des situations. Aujourd'hui, une chose qu'il faut savoir, oui, c'est que Eneo a seulement été réduit dans ces... Parce qu'il y a une société qui a été créée entre-temps. Quand Eneo venait prendre cette concession, oui, il y a une société qui a été créée qu'on appelle la Sonatrel. Cette Sonatrel, c'est la société maintenant qui fait le transport de notre électricité. Alors, si on enlève, et c'est ça le plus grand problème aujourd'hui, parce que Eneo ne veut pas transférer les pouvoirs véritables à la Sonatrel. Parce que là où il gagnait plus d'argent, c'était dans le transport, les coûts exorbitants qu'il mettait dans le transport d'énergie. Alors l'État a compris cela, l'État a récupéré une bonne partie. Maintenant, Eneo ne veut pas transférer tous les pouvoirs. Et ils font le sabotage. Vous savez que la plupart de notre énergie à l'état actuel produit. Nous avons une perte dans le transport de 20 à 30%. Et si nous avons une perte de 20 à 30% dans le transport de l'électricité, et tout ça occasionné justement par Eneo, parce qu'en réalité, il faut que Sonatrel meure. Vous comprenez un peu? Pour dire que non, Sonatrel est incapable de transporter l'électricité, qu'on lui redonne cette partie du marché. Donc, vous savez que c'est une partie qui est tellement lourde en investissement, qui est, où les sous sont brassés et tout et tout. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, Eneo se trouve coincé dans son propre jeu. Parce qu'en réalité, vérifiez bien si c'est réellement les Américains ou les Anglais qui sont justement les actionnaires de cette société-là. Parce qu'on est habitué
dans certaines sociétés où on dit non, ok, on a un partenariat avec les Américains et on va prendre un ancien prisonnier, on peut prendre un ancien boulanger, on peut prendre quelqu'un qui ne s'y connaît dans aucun domaine, on l'amène, on le présente comme il a la peau blanche, le complexe de la peau blanche, il dit non, c'est l'investisseur, tel, alors qu'en réalité, au fond, c'est des Camerounais qui sont des vrais actionnaires de cette entreprise-là. Donc, vous comprenez que le problème est tellement grave. Ce n'est pas seulement un problème de facturation, ce n'est pas seulement d'exagérer. Mais attendez, ils font de la magie. Parce que pour facturer, pour faire une facture, vous imaginez, vous contentez, mais il y a des gens qui voyagent, qui éteignent tout à la maison. Donc, c'est-à-dire, il peut faire un mois sans consommer l'électricité, mais vous venez avec la facture, non, il a consommé 20 000 la semaine passée, le mois passé. Donc, c'est les mêmes 20 000 qui doivent être reconduits, alors que le gars n'était pas dans sa maison pendant un mois, ou bien il allait en mission. Donc, vous comprenez qu'il y a des problèmes sérieux. Il ne faut être comme magicien, comme Enéo pour faire ce genre de choses. Albert Anatola, ici, vous avez suivi les uns les autres. Le docteur Yam nous parle d'ailleurs d'un gros manque d'ailleurs de production de l'électricité et que Enéo n'a pas réellement tout le potentiel justement pour donner l'électricité aux citoyens camerounais. Mais pourtant, jusqu'à preuve de contraire, on a parlé de cette facturation qui est estimée et, il faut le dire, le ministre de l'eau et de l'énergie parle entre le mois de mai et le mois de juin. Pourtant, pour beaucoup de Camerounais, cela date depuis des mois. Écoutez, il y a beaucoup, c'est une thématique complexe. Je vais essayer, il y a beaucoup de choses qui viennent dans mon esprit, je vais essayer de les structurer. Le prétexte des privatisations en 1990, entre autres, c'était l'amélioration de la qualité du service et surtout la promotion de l'investissement privé. Je voudrais surtout et davantage m'attarder sur l'amélioration de la qualité des services de ces sociétés qui ont été privatisées. Il me semble que lorsque la défense nationale était dirigée par des Camerounais, c'est vrai qu'on était habitué à des poteaux en bois qui tombaient, mais on avait quand même l'énergie. Depuis la privatisation de l'ex-Sonel, je ne suis pas sûr que nous avons la qualité de service que nous mettons d'avoir au regard des prix et surtout des contraintes, j'allais dire, des brimades que nous subissons. Ça, il faut l'indiquer. Je voudrais vous rappeler que, à travers le rappel à l'ordre, parce que c'est ça qu'il s'agit, de la lettre du ministre, j'ai appris au moins 3 choses. La première, c'est que nous avons un contrat avec Enéo. Et ce contrat avec Enéo l'oblige à nous fournir de manière permanente l'énergie électrique. Ce qui suppose donc que les délestages, les coupures intempestives font partie de la violation de ce contrat. Et de ce point de vue, je suis fondé à porter plainte contre Enéo pour non-respect des clauses contractuelles. Ça, c'est le 2. Je voudrais également, j'ai également appris dans ces rappels à l'ordre que jusqu'ici nous avons été habitués à des pénalités que nous imposait Enéo, mais sauf que Enéo ne nous disait pas que dans le cadre de l'arrêté numéro 0013 du 26 janvier 2009, oui, cette disposition assujettissait Enéo à payer des pénalités aux consommateurs que nous sommes. Notamment 50%, n'est-ce pas, je crois que vous l'avez dit tout à l'heure, oui, 50%, n'est-ce pas, de la facturation, 50% du montant et éventuellement la reprise de la relève. Je pense que 50% du montant de l'erreur. Voilà, 50% du montant de l'erreur. Donc moi je pense que tout à l'heure, Fang l'indiquait, Enéo est dirigé par un conseil d'administration qui donne les orientations à la direction générale. Ce qui suppose donc que cette décision qui a été prise par la direction générale Enéo a été pensée, validée par le conseil d'administration qui est dirigé en partie par les Camerounais et de l'autre côté par des expatriés. Il faut quand même vous rappeler que Enéo n'est pas arrivé au Cameroun pour faire de la philanthropie, ils sont venus faire du business. Je ne suis pas d'accord avec... je ne peux pas donner un blanc-seing à Enéo, comme l'a fait Yam tout à l'heure. Je ne cherche pas à savoir quelles sont leurs difficultés, parce que avant de prendre une marchandise, vous connaissez ce que ça vaut.
C'est ça qu'il s'agit. C'est-à-dire qu'ils ont fait certainement une étude de marché, ils ont fait une audit pour connaître quelle est sa valeur à moyen terme, à court terme et à long terme. Mais est-ce qu'ils sont confrontés aujourd'hui à des difficultés? Ça, j'ai rien à cirer. Ce que je veux, c'est l'électricité et que le clause contractuel soit respecté. Il faut quand même indiquer, c'est une parenthèse, que actuellement les actions à la bourse de la société Actis, je crois, sont effondrées. Ça veut donc dire que Eneo a des problèmes d'argent. Je voudrais également vous indiquer que l'État camerounais donne beaucoup d'argent à Eneo pour soutenir l'investissement d'Eneo. Ces investissements que nous ne voyons pas en tout cas sur le terrain. Moi, je ne les vois pas toujours. Parce que moi, je vois davantage sur le terrain les transformateurs de 2 secondes main qui pètent. Dès qu'on a installé le lendemain matin, ça pète et puis vous retrouvez dans le noir. C'est ça les investissements. Moi, j'ai vu les centrales thermiques qui ont été subventionnées par l'État du Cameroun, qui consommaient du fuel. L'État du Cameroun est endetté par rapport à cette prestation-là. Ça, il faut le dire. Alors, je voudrais quand même qu'on nous dise quel est l'investissement qu'Eneo a fait. Ça, c'est dans les deux. Il est important de préciser que lorsqu'une société est concédée, lorsque l'État concède une société, enfin l'une de ces sociétés stratégiques à un concessionnaire, le cahier des charges doit être rendu public aux populations pour qu'on sache de quoi il s'agit. Moi, je n'avais pas su que j'étais aussi capable de demander à Eneo de me payer des pénalités pour service non rendu, pour des brimades que j'ai subies, pour des violations unilatérales de contrat de travail, de clauses contractuelles. Ça, je ne savais pas. Or, très souvent, qu'est-ce qu'on nous dit dans les guichets? Eh bien, monsieur, votre facture reconnaît que il y a peut-être eu erreur de facturation, mais payez d'abord. Après, vous faites une demande de moratoire. Écoutez ça. Donc, moi, ça veut dire, voilà dans la qualité de service que Eneo était censé apporter au Cameroun. Écoutez, il faut qu'on soit sérieux. Je pense que lorsque le président de l'Assemblée nationale parle, n'est-ce pas, de nationaliser notre économie, c'est-à-dire, comme lorsqu'il parle, n'est-ce pas, de patriotisme, c'est-à-dire du patriotisme économique, je pense que ça nous renvoie à cela. C'est-à-dire qu'il faut qu'on reprenne ces sociétés stratégiques qui ont été bradées aux multinationales, qui ne nous apportent pas le résultat escompté, et que ça soit remis au Cameroun. Parce que nous avons, contrairement à ce que Yam peut croire, je ne peux pas douter de l'intelligence de Yam. Si on confie Eneo à Yam, sans connaissance et compétence, il va le faire. Ça, c'est clair. Nous avons des intelligences. La preuve, c'est que nous avons des Camerounais qui ont construit des barrages hydroélectriques. Je voudrais également, dans la foulée, vous indiquer que les plus grands ingénieurs d'Eneo, de l'ex-SONEL, ont été mis à la porte. Ce qui fait donc qu'il y a eu une mauvaise transition des compétences. Et ça se traduit par le résultat que nous voyons sur le terrain. Ça, il faut aussi noter cela. Donc, je crois que lorsque vous voulez, lorsque Eneo vient prendre les actions d'AS Corporation, d'AS SONEL, à 80, n'est-ce pas? Oui, 2014. Ils ont pris le temps de savoir si c'est un bon ou si c'est une mauvaise, si c'est une bonne ou si c'est une mauvaise marchandise. Je ne peux pas leur trouver des alibis du tout. Ils doivent me fournir aux populations l'énergie qui cesse de nous voler. Parce que nous n'avons pas assez d'argent pour leur en donner. Patient Parfait, donc vous avez suivi également Albert Anatole ici et les autres également. Depuis 1994, après la privatisation de ces grandes entreprises, on a l'impression que, à la place d'améliorer la qualité du service, rien n'a été fait. Plutôt, on a l'impression que, ces sociétés sont en désuétude, abandonnées par l'État du Cameroun. Mais d'abord, je suis très très content de la qualité des échanges qu'il y a eu sur ce plateau, sur le sujet. C'est très intéressant, ça prouve quand même que, il y a de la matière. Les gens voient quand même que si on ouvre un véritable débat sur ces questions-là, peut-être que des solutions vraiment de nature vont être trouvées. Forcément, parce qu'il y a des gens qui réfléchissent sur ces questions, que c'est très important. Alors, d'abord, quand l'État du Cameroun, sous la pression du monde de la finance internationale, je les englobe comme ça, a décidé de privatiser un certain nombre de secteurs stratégiques pour notre économie. Certes,
et tu referais à autres journalistes de la CRTV l'époque et de pouvoir nous expliquer que oh c'est trop, l'État ne peut plus contenir de la vache à lait, donc il faut vraiment se délester de ce fardeau qui ne permet pas à l'État d'être réellement compétitif. Nous autres à l'époque, on a tenu des colloques et des conférences où on a expliqué qu'on ne peut pas privatiser une structure stratégique comme la SONEL à l'époque, comme la régie FERCAM, etc. Comme la SNEC. Parce que, quoi que vous puissiez dire, ces sociétés-là, quand elles ne sont pas entre les mains de l'État, oui, c'est la porte ouverte à tout. Tout à l'heure, lui parlait des questions sécuritaires, mais c'est la porte ouverte à tout. Vous savez qu'à un moment donné, il y a un rumeur qui a couru ici, nous disant que les gens allaient empoisonner le centre de captation de l'eau d'Ayato pour essayer de tuer les Camerounais. Bon, ça veut dire que, même dans le cas de la guerre bactériologique, les gens peuvent faire des choses que vous ne maîtrisez pas. L'État, de manière délibérée, a accepté de privatiser ces structures. Une structure comme la régie FERCAM, attention, contrairement à ce qu'on nous vendait, faisait des bénéfices en termes de milliards. Absolument, oui. En termes de milliards. Absolument. Tout à l'heure, Yamba parlait de stratégie, mais allons dans le fond de la stratégie. Si on veut vraiment jouer dans la stratégie et non dans la tactique, il faut renationaliser ces structures. Il n'y a même pas de débat là-dessus. Donc vous êtes d'accord avec le président de l'Assemblée nationale? Il faut nationaliser ces structures. Je ne sais pas ce que Cavalier dit, mais moi je vous dis, il faut le... Parce que ce fut notre position. Quand on privatisait cette structure, nous la maintenons. Pas de patriotisme économique. Nous la maintenons aujourd'hui. Le patriotisme économique peut dire que quand il y a comment on dit ça, il y a un choix à faire entre un étranger et quelqu'un, un local, il faut prendre le local si vous voulez. Mais moi je dis ce n'est pas ça le problème. Ce n'est même pas qu'il faut que ce soit une privatisation camerounaise. Je dis il faut nationaliser. Il faut que ce soit dans le portefeuille de l'État du Cameroun. Pour plusieurs raisons. Toutes les raisons qui ont été évoquées là, on n'a pas d'argent, oui, il faut qu'on cherche des gens qui investissent. J'ai vu une très belle photo là tout à l'heure qui a défilé, où il y avait le chef de l'État et un ministre de mines et de l'eau qui est actuellement en prison. Monsieur Atangakuna, citons-le. C'est ce monsieur qui a dit au juge, mais arrêtez, je peux aller à la maison, j'ai mes sacs Banjok, 2 milliards là-bas pour venir payer, n'est-ce pas, l'objet du délit, le voilà, n'est-ce pas? Le corps du délit. Le corps du délit, le voilà, n'est-ce pas? Donc on ne peut pas nous dire qu'on n'a pas l'argent. Les gars ont l'argent. Ils ont fait des combines avec ces gens-là qui sont venus racheter nos fleurons de notre petite industrie naissante. Et voilà. Mais ce qui est grave dans ce que Yamba essaie de développer, nous avons quelques fonderies ici au niveau de la zone industrielle de Bassa qui recyclent de la ferraille. Vous savez ce qu'ils prennent comme énergie? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que concrètement, si vous n'avez pas ce secteur entre vos mains en tant qu'État, il vous est incapable de vous projeter dans une quelconque industrialisation. Vous ne pouvez pas. Parce que comment vous avez fait justement pour lever les fonds en dehors de la question de franc CFA? C'est une question de volonté. Si Eneo vous dit que lui ne peut pas s'aventurer dans cette stratégie parce que comme on vient de le dire, le groupe Actis qui est coté en bourse, n'est-ce pas? A chuté. Complètement. Ces titres sont effondrés. Donc, le gars va vous dire que je ne peux pas. Donc, il n'y a qu'un État souverain qui est capable de dire qu'au vu de mes projections en termes de développement, en termes de ma volonté de m'industrialiser, il faut absolument que je puisse avoir de l'énergie à disposition. Et pour cela, on cherche les voies et moyens. Si on est bien géré par des véritables patrons, parce que ce n'est pas l'argent qui manque. On a de l'argent, parce que c'est cette volonté qui manque. Cette volonté ne manquait pas. On devait depuis très longtemps sortir de franc CFA et donner la possibilité de plonger la dette intérieure qui semble être comme des boulets aujourd'hui. Mais nos ménages, nos mamans, vous avez vu plusieurs vidéos où une vieille mère sortir avec le machette pour dire au gars de Noé qui monte sur le poteau que ou tu descends, ou en descendant pour avoir coupé, c'est ta tête qui va tomber ici. Une vieille maman, hein? Ça vous dit que quoi? Les gens en ont marre. Les gens sont fatigués. Chaque fois maintenant que tu es en face d'un gamin de Néo ou bien d'un employé de Néo en face de toi, pour une vieille maman, ça devient... Elle peut avoir même un AVC. Pourquoi? Parce que c'est pertinemment que comme le gars est venu là, ils ont une tactique, ils ont dit, maintenant ils relèvent, ils veulent contrôler, ils contrôlent les compteurs, soi-disant. Mais chaque fois qu'ils contrôlent les compteurs, ils vont dire qu'on a vu un fil bleu qui pendait là, on se demande si ce n'est pas ci ou ça, ta consommation est anormalement basse, ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce que j'ai chez moi?
D'abord, le coût de l'électricité au Cameroun est trop élevé. Trop élevé. Au vu, n'est-ce pas, de la capacité de notre pays, mais surtout de ce que nous avons. Le transport, parce que la SONEL avant, c'était la production, c'était le transport, la commercialisation. Le transport, justement. Qu'est-ce qui a fait qu'au niveau du transport, on a des problèmes? Parce qu'il y a un génie qui siège depuis un certain temps au niveau du Sénat, qui un jour a dit que les poteaux en béton, là, c'est trop lourd. Il faut qu'on ait des poteaux en eucalyptus. Curieusement, certains langues nous disent que c'est un grand producteur de poteaux en eucalyptus. Vous voyez comment on fait le door-to-door? C'est-à-dire, écoutez, dites-moi ce que vous voulez. C'est l'État qui est responsable de ce qui nous arrive. Il y avait des solutions. Ils sont faits des business entre copains et coquins. Conséquence, on ne peut plus rien faire aujourd'hui. Il y a aussi la proposition de l'énergie solaire. Même si on balbutie là-dessus, même si c'est lourd, je pense qu'il faut qu'on se lance aussi dans cette recherche. Parce qu'une zone comme le Grand Nord, qui a un taux d'ensoleillement tellement élevé à l'an, il faut peut-être qu'on aille vers ce secteur. Même si c'est cher? Oui, mais c'est cher, pourquoi? Parce qu'en réalité, nous ne maîtrisons pas totalement la technologie. Et nous ne fabriquons pas les éléments qui rentrent dans la construction, n'est-ce pas, de ces champs solaires-là. Mais que font nos universités, nos écoles polytechniques? Ils font quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Donc, si on oriente, c'est une question de continuer de volonté, correctement, n'est-ce pas, nos ambitions du point de vue du développement économique, on peut trouver des solutions, des partenariats qui vont casser peut-être les prix de production de ces panneaux solaires de moitié. C'est possible. Donc, ce qui se passe, je continue de dire, encore mon ami Atangakuna, c'est très bien, ce qui se passe, c'est qu'en réalité, l'État a été incapable d'avoir une vision. L'État s'est aplati face aux menaces de FMI. L'État avait eu des solutions factuelles. Non, j'ai dit que la SONEL, la régie, Kambota, ils n'étaient pas déficitaires. Ce n'étaient pas les sociétés qui croulaient sur le poids, n'est-ce pas, des dettes. C'est faux. Ils étaient excédentaires du point de vue de la rentabilité. De la rentabilité. Il faut faire attention. Le problème qui se pose, c'est que les gens qui étaient là aux affaires, le DG de la SNEP, il était là 25 ans pratiquement. L'actuel président du Sénat, il était là pratiquement dans le même ordre d'idée au niveau de la SONEL. C'était les gens qui étaient des gars de pouvoir. Donc ils se pensaient tout permis. Je vous dis qu'à un moment donné, Abou Fegué a même tenté de dire que bon, si vous voulez privatiser la SNEP, moi je suis capable de lancer une opération pour acheter. Ça veut dire que les gars avaient l'argent. Les gars avaient l'argent. Et cet argent-là sortait d'où? Comment ils ont fait? Prenez le salaire avec tous les avantages cumulés. Comment peux-tu faire pour avoir un magot aussi important? Et l'État ferme les yeux. C'est quand tu commences à t'intéresser au fauteuil de grand chef, de Koukouma, quand on dit qu'il y a Yambela qui commence à déranger, Yingos, avec son ami Ngos, on vous voit venir. Et les portes de Konengi et les pervers s'ouvrent pour vous. Je vous dis, soyons sérieux. On ne peut pas construire ce pays avec tous les éléments que nous avons mis sur la table là aujourd'hui, avec de pareils comportements, avec de pareilles orientations. Oui, les Camerounais, si nous renationalisons ces entreprises, la SONEL ne savait rien dire. Et la SONEL, nous sommes capables de la gérer. Et nous sommes capables de la gérer en se projetant dans le futur, en étant en capacité de donner largement de l'électricité à nos ménages, sans que le gars qui vient faire relever de compteur chez toi soit perçu comme le nouveau gendarme au temps de la période coloniale. Parce que ça, on disait que la peur de gendarme est le commencement de la sagesse. Aujourd'hui, les gars des néo, vraiment, ils sont devenus les nouveaux gendarmes de cette époque-ci. C'est quand même compliqué. C'est trop difficile pour les populations qui souffrent sérieusement. Yama a touché pour sortir la question du gaz. D'abord, on ne nous met jamais à disposition pour savoir sur la cartographie que nous avons de notre sous-sol, quel est le pourcentage des régions par rapport, par exemple, à un truc comme le gaz. Mais on nous dit seulement que toute la région de Douala, l'aéroport jusqu'à Edea, c'est une mer de gaz. Quand vous allez dans les zones d'exploitation de gaz, en avion si vous avez la chance, ou bien en bateau, les torchières, c'est quoi? On brûle le gaz qui est issu de cette production de pétrole. Alors qu'on pouvait capter et nous aider à la transformer en énergie électrique.
Mais je vous dis que toute cette zone-ci, on dit que de Douala jusqu'à Edea, c'est une mer de gaz. Mais non, on va chercher des solutions les plus difficiles avec une structure, comme ce fut le cas avec qui a précédé Néo là, Sonel, qui n'était pas du tout compétente dans la question de la gestion des barrages hydroélectriques, de la production de l'électricité sur la base des barrages hydroélectriques, mais à qui on a quand même donné le marché. On ne peut pas comprendre pourquoi. C'est ça le problème. Donc, c'est un tour de passe-passe. Les gens ont fait... on dit que l'État n'est plus la vache à lait, mais pour eux, l'État est resté la vache à lait pour la Happy Fula. Ils se sont partagés le magot des secteurs stratégiques, exactement comme les oligarques russes l'avaient fait sous autant de l'ancien président avant Poutine, comment il s'appelait, de M. Yeltsin, de M. Boris Yeltsin. Donc ils sont devenus les nouveaux oligarques au Cameroun. Ils se sont partagés le patrimoine, n'est-ce pas, de l'État en termes d'industrie et de sociétés qui existaient, et chacun faisait ce qu'il voulait. On nous a fait venir des Marocains en disant, oui, vous savez, c'est des gens très expérimentés sur les questions d'eau. Au Maroc, on ne les connaît même pas. On ne les connaît pas. Donc, excusez-moi. Je m'excuse encore pour mon foyam. Je vais taper sur le gouvernement. C'est lui le responsable de ce qui nous arrive. Et non personne d'autre. Il ne faut pas dire qu'ils ne connaissent pas. Ils savent. Ils savent souvent même mieux que nous. Ils connaissent ce qu'il faut faire, mais on enrobe, on fait les tours de passe-passe, on jongle comme ça, pour que, in fine, à la fin, on ait quand même un petit pactole qui nous revient et qu'on va disposer quelque part pour attendre les batailles futures, c'est pas pour être président de quoi. Les gens ont des milliards à la maison. Un prisonnier dit que non, monsieur le juge, attendez un peu, donnez-moi 2 sacs Bajor, je vous ramène des milliards. Mais on est dans quel pays? Et vous dites que non, c'est parce que je continue de dire que nous sommes face à une vaste escroquerie des élites au pouvoir qui ont pour fonction de ponctionner dans le sang et la sueur des Camerounais, quitte à ce que nous on continue de mourir, de ne pas avoir d'électricité, d'avoir des eucalyptus qui tombent de gauche à droite, comme l'a si bien dit ici, les transformateurs, vraiment, seconde, mais c'est gentil. Vraiment, c'est incroyable. On dit que non, parce qu'il y a un oiseau qui a fait son nid dans le transformateur. Et c'est lui qui a créé le court-circuit qui a fait tout exploser. J'ai dit, ouais, papa, même cette solution, vous ne pouvez pas la trouver. Hein? J'ai dit que tous nos ingénieurs, nos écoles d'ingénieurs, c'est pour faire quoi? C'est pour avoir des gamins qui sont des bensikineurs? Comment l'État ne peut pas réfléchir, s'organiser pour dire, nous avons besoin d'électricité si nous voulons aller de l'avant? Et pour cela, nous devons réfléchir en amont pour pouvoir donner de l'électricité en avant. Et ça commence par l'éducation, par la formation. Et nous avons des compétences. À nous maintenant vraiment de nous donner de la possibilité pour que cela... Donc le reste là, tous les chiffres qu'on donne là, je dis, je balai ça dans le revers de main. Redonner ces sociétés stratégiques, l'eau, l'électricité, le rail qu'on a donné à M. Bolloré, tout le monde sait ce que c'est un petit bandit qui est venu s'enrichir ici chez nous en Afrique. Redonnons ça à l'État, mais surtout un État avec des fils comme Anatole ici, comme Yamb, comme Fangwa, bon, il va faire des prières dessus, ça c'est pas un problème. C'est toujours quelque chose de bien, mais vraiment pour que enfin le Cameroun et l'Afrique puissent être un endroit où les gens disent qu'au moins là les gens sont en train de réfléchir. On vous dit que le bassin du Congo, à lui tout seul, il peut donner avec l'électricité hydraulique. Messieurs, on a encore 20 minutes pour terminer d'ailleurs cette édition de DBS Matin, la première du genre. Albert Anatole ici en quelques minutes, 3 minutes d'ailleurs, jusqu'à preuve de contraire, il y a des compétences, on le sait, il y a des personnes compétentes sur le terrain national camerounais. Pourtant, jusqu'à preuve de contraire, il y a des Camerounais qui passent des semaines dans les ténèbres. Non, le n'a pas de laisser du tout. Dans mon village, du côté de Ngambin, qui a un jeu de pierre, la centrale de son loulou, on n'a pas d'électricité. L'électricité est un luxe pour nous. Alors que c'est nous qui produisons, la région qui... Non, pas la région, c'est trop grand. Le village qui produit l'électricité n'a pas d'électricité. Comment vous pouvez comprendre ça? Oui, nous sommes dans un pays qui a beaucoup de planificateurs sur du papier, mais dont on ne voit pas les actions sur le terrain. C'est de ça qu'il s'agit. Tout à l'heure, il y a parlé de la stratégie. Ça rentre dans le même, n'est-ce pas, dans le même mot. C'est-à-dire que nous avons des planificateurs. C'est-à-dire qu'en fait, nous évoluons, nous faisons des actions sans planifier, sans se projeter. Je voudrais rassurer le grand frère patient que le gars est déjà exploité, notamment avec Victoria Guys Hall du côté de Dopassi ici à Douala. C'est suffisant. Nous pensions que justement c'était une alternative au niveau de l'estage et coupure
que... Pendant ce temps, le gaz coûte toujours aussi cher. Hein? Non, ces gaz-là, c'est pas pour l'usage domestique. Ces gaz, c'est pour justement alimenter les entreprises qui ont des problèmes, qui ont un problème il y a des entreprises qui souffrent. Qui ont un problème de déficit d'offres en matière d'énergie. Mais sauf que, là encore, Eneo a bloqué. Parce qu'il était question qu'il se partage, n'est-ce pas, les rôles au niveau de la distribution de cette énergie entre la fourniture de l'énergie hydroélectrique et l'énergie à partir du gaz. Malheureusement, il y a très peu d'entreprises justement qui en bénéficient. Vous voyez, vous avez justement les gazoducs qui sont en train de circuler dans la ville de Douala. Bon, vous vous demandez sans doute où ça va. Ça va quelque part. Mais sauf que c'est pas, ça se passe comme c'était prévu. Bon, de ce côté, je peux rassurer le grand frère, mais sauf qu'il y a un autre problème parce qu'il faut quand même que les gens qui nous suivent dans les ménages comprennent exactement le problème, le fond du problème. Le problème, c'est que désormais, lorsque un agent Eneo débarque chez vous, si c'est pour relever vos index, c'est une chose. Si c'est pour qu'il vienne vous couper la lumière, comme il dit, c'est-à-dire suspendre l'énergie électrique, il doit vous apporter une ordonnance du juge. Il doit vous apporter une ordonnance du juge qui lui donne le droit de venir vous couper. Ça, c'est important que les Camerounais le sachent. Oui. Maintenant, encore que même s'ils doivent toucher votre compteur, il doit pouvoir faire un PV dont vous êtes co-signataire. C'est important. Parce que très souvent, tout à l'heure, le grand frère l'indiquait, il n'y a que. C'est eux ce sont les agences Eneo qui ont accès à vos compteurs. Mais c'est quand même paradoxal qu'on vous accuse d'être devenu sur le lobbyiste chez vous. Bon, c'est vrai qu'il y en a qui le font, mais chez vous, quand même, c'est dangereux. Donc, bref, désormais, il y a beaucoup de Camerounais qui ont des factures incompréhensibles, donc surestimées et surfacturées, comme l'a si bien démontré le ministre. Dans le cas d'espèce, ils doivent pouvoir se rapprocher, n'est-ce pas, des guichets, je veux dire des services compétents, n'est-ce pas, d'Eneo, pour qu'il y ait des rectificatifs, parce qu'il est incompréhensible que le mois dernier, vous avez eu une consommation qui vous a valu 5 000 francs CFA. Le mois qui suit, ça passe à 30 000 francs CFA. Mais attendez, écoutez. Alors que vous avez le même nombre de personnes à la maison, le même type d'appareil. Il faut également souligner à nos téléspectateurs qu'aucun agent Eneo n'a le droit de monter sur le poteau pour couper. Il n'a pas le droit. Il doit pouvoir vous apporter une ordonnance du tribunal, parce que pour qui arrive à la coupure, il vous apporte une ordonnance d'un tribunal. Parce que lorsqu'on vient vous faire ce genre d'installation, on vous fait un devis, aussi exorbitant que d'ailleurs, que vous le savez, et puis vous payez. Le fil. Ce qui suffit donc. Parfois, c'est 4 fils que vous payez. Ce qui est chez vous vous appartient. La preuve, c'est que vous payez les prix d'entretien du compteur qu'on n'entretient jamais. Quelquefois, qui pète. Également, il y a un scandale de compteur, justement, puisque nous parlons tout à l'heure, je crois, c'est quelqu'un a évoqué le problème des compteurs. Je crois que c'est Yam qui parle de compteurs intelligents. Mais il y a un gros scandale de compteurs parce que les Chinois étaient sur le point d'apporter notre contribution dans ce domaine-là, c'est-à-dire apporter justement des compteurs qui ne courent pas. C'est-à-dire que dès que vous branchez votre téléphone, vous le mettez à la charge, ça fait tout le compteur, le fameux compteur intelligent. Je pense qu'il y a un gros scandale sur le compteur. Ça pourrait peut-être faire l'objet de notre mission parce qu'en parle, c'est très vaste. Ceci dit, il est important. Oui. Il est absolument important qu'on lève le monopole de Eneo. Parce que c'est ce monopole qui fait en sorte que nous soyons victimes de toutes les brimades, de tous les abus que vous connaissez. Parce que lorsque quelqu'un a le monopole d'un secteur, franchement, ça laisse libre cours à tous les dérives. Docteur Yam, jusqu'à preuve de contraire, il faut quand même préciser que manque d'électricité veut également dire qu'il n'y aura pas d'industrialisation sur le triangle national camerounais. Ça va de soi, mais je voudrais relever deux choses. Je n'ai pas donné de blanc-seing à Eneo. Si vous m'aviez plutôt suivi, c'était plutôt très dur. Parce que Eneo reprend les actifs de AES au Cameroun. Actis reprend les actifs de AES. Et en fait, la plupart des investissements ont été faits par Actis, par AES avant. Alors, je ne leur donne pas de blanc-seing et je suis très loin de leur donner un blanc-seing. Pour une raison toute simple, et c'est ce que j'ai dit dans mon propos, c'est que vous avez des gens qui arrivent, qui savent ce qu'ils viennent faire, et malheureusement, on se retrouve dans une situation où ils sont obligés de jouer pour réduire les coûts, pour gagner de l'argent. Et l'autre élément essentiel, je vous ai dit, je ne suis pas du tout sûr, compte tenu de ce que j'entends,
que les gens comprennent vraiment le marché du Cameroun. Et que nous sommes devant un déficit qui ne fait que s'accroître, mais on n'a pas l'impression que ça les intéresse. Et Neo a le droit de produire. Hein. Ils ont juste le monopole sur la distribution. Mais ils ont le droit de produire. Pourquoi ils ne produisent pas? Vous êtes là où je vous parlais des investissements. Après, vous avez dû préciser qu'il y a eu le problème de leur maison mère qui est au niveau de la bourse. Mais au fond, le problème, c'est quoi? Le problème aujourd'hui, c'est que, comme je vous le disais, lorsqu'un étranger est chez vous, dirige votre entreprise, on peut avoir le conseil d'administration composé de Camerounais, avec des Camerounais. Mais à la vérité, c'est celui qui a 51% qui décide. Au bout du compte, ce sont ses intérêts. Et je peux vous assurer que j'ai déjà entendu au moins un directeur général de Eneo dire « La seule chose que je vais faire est celle que mon conseil d'administration me demandera, est celle que, et qui aura été en réalité, qui viendra de ce que l'actionnaire principal, c'est-à-dire la maison mère, aura demandé de faire. » Je peux vous l'assurer. Donc, vous pouvez avoir autant de gens, il restera ce que Fanga a institué en disant « Voilà ce que eux ils attendent souvent. » Il n'y a pas de blanc-seing. Et c'est pour ça que je terminais mon propos en disant que je pense qu'il faut qu'on remette Eneo, qu'on revienne à la Sonel, c'est-à-dire qu'on remette que les Camerounais reprennent la gestion d'un secteur aussi stratégique que cela. Maintenant, si vous avez des étrangers qui veulent venir investir dans la production, tant mieux. Parce que à ce moment-là, on a quand même beaucoup plus de tomates à vendre. Et il est fort possible que ces gens-là qui sont en amont et dont la production est totalement rachetée par la société de distribution, eh bien, eux, ils vont gagner leur argent. L'État doit avoir une stratégie qui fasse que tous ceux qui viennent chez nous viennent pour investir, pas pour distribuer. Mais distribuer, tout le monde peut le faire. Il faut que les gens investissent, qu'on voie ce qu'ils font. Or, ce n'est que dans la production qu'on va voir effectivement que voilà, il y a une usine qui est posée, il y a un barrage qui est posé. Pour ce qui est du gaz, il faut savoir que le gisement de Logbaba, si vous mettez une centrale à gaz de 400 MW, qui elle seule va utiliser ce gisement de gaz, vous en aurez pour 212 ans. Là, je vous donne des informations techniques de terrain. 400 MW, vous en avez pour 212 ans d'exploitation. Je ne vous ai parlé que de Logbaba. Je ne vous ai pas parlé du bassin, de tout le bassin qui s'étend de Kribi, vous remontez, Edea, etc. Et vous allez jusqu'à Bomono, dans le sud-ouest. Et jusqu'à Limbe. Je ne vais pas parler de ça. Je parle seulement de Logbaba. Vous en avez pour 212 ans avec une centrale à gaz de 400 MW. Donc, nous avons un potentiel en termes de gaz. Et je vous ai parlé que d'ici. Je n'ai pas pris le Nord. On n'a pas parlé du Grand Nord. Bon, alors, il faut comprendre que, en même temps, je reste sur la stratégie. C'est ça qui est important. Pour qu'on industrialise notre pays, nous avons besoin d'énergie. C'est pour ça que vous allez voir du temps, quand tous les pays qui lancent leur industrialisation la soutiennent, vous les voyez dans les grands travaux, dans le secteur de l'énergie. Particulièrement dans la production d'électricité. Vous avez vu le barrage des Trois Gorges en Chine, vous voyez le barrage de la Renaissance aujourd'hui en Éthiopie, vous avez vu quand Mobutu a essayé dans les années 60-70 avec le barrage d'Inga, la première partie, vous avez vu tout ça. Vous avez vu le grand barrage que les Sud-Africains sont allés construire, je crois, au Lesotho, et qui fait vivre cet État parce qu'ils ont besoin d'électricité. Nous pouvons avoir des investissements. Le franc CFA est un frein, ce n'est pas nécessairement une barrière. Nous pouvons avoir des investissements colossaux, importants, en faisant des deals sur le troc avec d'autres pays sans passer par le franc CFA. Et c'est au niveau de la stratégie que cela doit se faire, au niveau de la vision de l'État et qu'est-ce que l'État doit faire. Donc là encore, attention, je ne vais pas donner de blanc-seing à l'État du Cameroun. J'ai simplement dit que quand nous analysons les choses, nous ne devons pas mettre la tête de nos compatriotes dans de l'eau bouillante sans tenir compte d'un certain nombre de choses. Nous devons leur faire des critiques, mais pas mettre leur tête dans de l'eau bouillante. Il faut que l'on comprenne très bien que les investissements dans ce secteur sont très lourds. Ce n'est pas des affaires en quelques centaines de milliers de francs ou en quelques milliards. C'est des affaires qui sont des dizaines de milliards ou des centaines de milliards. Il peut y avoir des stations thermiques comme celles dont parlait ici qui peuvent coûter pas grand-chose et qui sont mais c'est des solutions, c'est encore la tactique, c'est-à-dire qu'on réagit et puis on fait une petite centrale quelque part. On ne peut pas fonctionner comme ça. Et d'autre part, la stratégie peut demander que certaines choses qu'on a connues avant soient remises au goût du jour. Vous avez ce qu'on appelle par exemple les barrages collinaires. C'est-à-dire, quand vous regardez la géographie du Cameroun, vous savez qu'il y a beaucoup de petites rivières qui ont des rapides, qui ont des chutes dans nos pays.
beaucoup, et à partir desquels on peut produire 2-3 mégawatts, parfois jusqu'à 5 mégawatts. Ce genre de petits barrages, qu'on appelle des barrages collinaires, donc c'est des rivières qui coulent le long des petits endroits. Donc vous pouvez avoir là des petits barrages qui sont faits, qui eux ne coûtent effectivement pas une fortune, qui permettent de produire entre 1 et 5 mégawatts et qui peuvent alimenter des villages, des petites villes, des bourgades. Et on dédie la grosse production qui est celle des barrages et des centrales à gaz à l'industrie par exemple. C'est une question de comment est-ce que l'État s'organise pour répondre à un besoin réel de sa population. Et ce n'est pas une histoire où... ce n'est pas nous, ce n'est pas vous et moi qui allons dire à l'État du Cameroun ce qu'il faut faire. Il y a quand même tout un ministre et son travail, tout un ministère. Et le travail des gens qui sont là-bas, c'est de dire au Cameroun comment est-ce qu'on va résoudre le problème de l'eau et le problème de l'énergie. Donc les barrages collinaires sont une solution quand ils parlent des villages, mais... certains villages, parce qu'il n'y a pas les barrages dans tous les villages, mais on peut régler, voilà une des pistes. L'autre piste, c'est de dire que nous ne sommes pas la première puissance économique du monde pour nous lancer dans des projets de barrages qui vont coûter des centaines ou des milliers de milliards. On peut en avoir un ou deux. Mais nous avons des projets de court terme, ce qui permet de résoudre tout de suite le problème. Et là, vous parlez de l'industrialisation. Oui. Mais ces problèmes-là, ces solutions-là, c'est par exemple le gaz. Vous avez du gaz à Lugbaba, vous avez du gaz là-bas à Itindé, un peu partout. Vous pouvez l'utiliser, vous construisez des usines en 18 mois, 24 mois. Et vous apportez donc une solution tout de suite pratique à la demande d'électricité. Vous avez beaucoup de projets de promotion immobilière qui ont été arrêtés. Beaucoup de gens pensent que c'est lié à autre chose, mais lié à autre chose au fait qu'il n'y avait pas d'électricité. Vous avez des projets d'usines qui sont arrêtés à cause de cela. Mais la vérité est que... Vous permettez, pardon, de jeter par là. En quelques secondes, oui. La vérité est que nous devons reprendre les secteurs stratégiques de notre économie entre nos mains. Ça ne devrait faire partie des lois de la prochaine session de l'Assemblée nationale. Vous avez l'énergie, vous avez l'eau, donc l'électricité, l'eau, le rail, vous avez les aéroports et les ports. Toutes ces choses doivent nous revenir pour deux raisons. La première, c'est que ces secteurs-là sont au cœur de toute stratégie de développement, d'industrialisation d'un pays. Deux, ces secteurs-là génèrent de l'argent au quotidien. C'est-à-dire que c'est du cash. Quand vous allez au port, on paye tous les jours. Quand vous allez, l'électricité, c'est tous les jours. L'eau, c'est tous les jours. Les aéroports, les ports, c'est tous les jours. Je vous rappelle que les aéroports de Douala et Yaoundé génèrent 4 milliards par an. C'est-à-dire dans les bonnes saisons, c'est 4 milliards par jour. C'est 4 milliards que toutes les compagnies aériennes encaissent chaque jour. Avant la crise du coronavirus. Comment on peut laisser de telles choses être gérées par des étrangers alors que nous avons besoin de ce cash pour construire des écoles, des universités, des routes, etc. Donc, je crois que en réalité, ce que nous avons à faire, c'est de faire tout ce mix-là, des barrages collinaires, des barrages de centrales à gaz ou même ou avec d'autres choses. Vous avez par exemple les usines de méthane, les déchets ménagers que nous devons avoir. Et je crois qu'il est dangereux, cette solution qui consiste à faire parcourir la ville avec des gazoducs pour aller alimenter des entreprises. Alors que si on avait une bonne production d'électricité, on n'aurait pas besoin de ça. Parce qu'en fait, ce qu'on demande ici aux entreprises, c'est d'avoir en fait des mini-centrales dans leur enceinte pour produire cette électricité. Il n'y a que le gaz qui arrive. Mais c'est extrêmement dangereux. André Kissel Fanga, pendant ce temps, il faut le dire, toutes les populations camerounaises sont en colère à cause des délestages. Il faut le dire, de chaque jour. Il n'y a pas une seule journée qui passe sans que, il faut le dire d'ailleurs, qu'il n'y ait pas de délestage. D'ailleurs, certains téléspectateurs qui nous appellent souvent ou nous écrivent nous font savoir qu'on n'a pas pu regarder l'émission parce qu'il n'y avait pas d'électricité. Et Neo est dans la stratégie du coup d'État. C'est clair. Non, mais je l'assume. Voilà. Et Neo est dans la stratégie de déstabilisation du Cameroun. Et Neo est dans la logique qu'il faut tout détruire au Cameroun. Parce qu'en réalité, ils ont fait une fausse affaire. Parce qu'ils pensaient qu'ils allaient trouver une vache à lait, ils vont s'engraisser. Finalement, les secteurs qui étaient producteurs, qui devaient leur produire beaucoup d'argent, ont été enlevés. Et maintenant, ils trouvent d'autres stratégies maintenant pour essayer de faire trinquer le petit Camerounais, qui manque d'abord vraiment de se nourrir normalement. Et maintenant, il vient prendre même encore les petits sous qui lui restent, par le vol. Parce que c'est du vol. Donc je pense que
de manière unanime ici, nous devons nous constituer comme des Camerounais et aller porter plainte à Eneo pour vol aggravé. Parce qu'on ne peut pas continuer à laisser une entreprise comme celle-là. Et vous allez trouver des Camerounais, bien, parce que nos amis, nos anciens collègues sont là-bas, hein, surtout à la cellule de communication, là, tu vas entendre maintenant ce qui va sortir de là. Mais pour dire que on ne peut pas continuer, comment un Camerounais qui habite Biyema-Si peut consommer 1 milliard? Sa facture est venue 1 milliard 577 millions. 1 milliard, un citoyen de Biyema-Si. Donc Eneo va lui verser 750 millions d'abord. Donc vous comprenez que en réalité, on est dans une organisation démoniaque. Parce que quand vous demandez à quelqu'un de vous payer un ménage, une maison, vous payez 1 milliard de factures d'électricité. Mais ça veut dire que c'est sûr que ce monsieur a sûrement les industries dans sa maison. Le sous-sol, oui. Ou dans le sous-sol, ou bien c'est sûr qu'il a tout un pays même en bas. Parce que c'est incompréhensible. Donc vous comprenez qu'on est dans une situation où il faut régler ce problème immédiatement. Et régler ce problème immédiatement, c'est que le conseil d'administration qui est là, parce que les gens veulent dédoyer le conseil d'administration. Mais écoutez, le président du conseil d'administration a quand même un droit, s'il était patriote, s'il voulait véritablement... S'il voulait véritablement que les choses changent, il aurait pris de bonnes décisions. Il aurait dit. D'ailleurs, même, vous savez pourquoi Nana Concho est parti de Eneo? Ça, c'est un autre débat. C'est justement un autre débat. On va pas également revenir sur l'autre débat de la Tradex avec tout ce que nous connaissons de l'électricité. Hein. Vous avez le mot de la fin, patient, pas fin d'homme. Non, d'abord, c'était un très bon débat. Mais je veux, avant de sortir, dire quand même à nos amis, surtout à mon ami Yam, qu'il faut faire attention. Le régime que nous avons là, ils ont dans leur escarcelle beaucoup de données. La question des barrages coloniaux dont tu parlais, ça existait au Cameroun. Bien sûr. Dans la partie anglophone. Bien sûr. Donc ils savent que cette solution existe, elle était efficace. Pourquoi ils ne l'appliquent pas? Pourquoi? C'est un choix délibéré. Ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas, ils savent. Mais ils ont fait un autre choix, une autre option, qui consiste à dire on va confier tout le pactole à un seul groupe pour que nous on puisse continuer à faire des business. Pour ça, on a déclaré libéraliser le secteur de l'électricité. Oui, mais la libéralisation du secteur de l'électricité, c'est ce que nous contestons. On dit que c'est très dangereux. On veut démontrer que c'est très très dangereux. Donc on peut faire autrement. Je veux sortir simplement en interpellant les jeunes agents des néo qui vont dans les maisons. Ils trouvent quelqu'un avec un vieux compteur triphasé. Ils disent, ah, votre compteur ne tourne pas bien, on va le changer, on va mettre des compteurs intelligents. Et ils viennent un jour, ils enlèvent votre compteur triphasé. Sans vous aviser, sans vous aviser. Non, il faut un petit nom. Dit que allez à Koumassi, il y a dans une pièce là, il y a un monsieur qui vous attend, qui va dire que votre contrôle là, il faut qu'on vous dote d'un compteur intelligent. Moi je dis non, moi je veux laisser mon vieux compteur. S'il ne tourne pas, essayez de rafistoler, mais c'est un triphasé. Je ne suis plus sûr d'avoir un compteur aussi robuste que celui-là. Non, ils vont vous dire que non, vraiment, et ils viennent, ils enlèvent votre compteur. Vous parlez de la loi, vous allez vous adresser à quel juge? Vous savez la cadence, le temps qu'il faut pour aller passer non, c'est eux qui doivent, dans un tribunal pour attendre. Non, c'est eux qui doivent vous empêcher l'accès. C'est eux qui doivent vous vraiment. C'est eux qui doivent. C'est Eneo doit vous produire, doit vous apporter une ordonnance qui lui donne. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Moi, je dis que même cette ordonnance-là, mettons même qu'ils la produisent. Vous voyez la cadence de nos tribunaux? Mais c'est parce qu'il y a trop de jeunes qui ont pris le métier. Non, ce n'est pas ça. J'ai l'impression qu'on leur demande ils doivent avoir des objectifs. Des objectifs à atteindre. C'est comme les gars des Zakam, les chauffeurs des Zakam, qui bousillent les voitures des gens et les moteurs. Parce qu'ils ont des objectifs. À partir de tel tonnage, tu as encore un bonus comme ça. Donc, à partir du moment où les gars fonctionnent sur la base des objectifs, comme ils sont très nombreux, et que, comme quelqu'un veut le démontrer, on aurait pu rendre la gestion de ce travail de venir relever, de venir déposer les factures un peu plus light. On n'aurait pas besoin de toute cette armée. Mais
comme ils ont des objectifs, il faut justement qu'ils donnent l'impression qu'ils atteignent justement leurs objectifs. Donc je dis donc, messieurs, s'il vous plaît, une seconde, et c'est la plupart des gars de sous-traitance maintenant qui sont devenus des malfaiteurs qui viennent dans des maisons couper de l'énergie pour rien. Je vous dis bien que c'est encore des Camerounais. C'est parce que la plupart des sociétés, Eneo s'est retrouvé, il a rompu plusieurs contrats de sous-traitance. Et c'est ces jeunes de sous-traitance maintenant qui vont dans les quartiers pour sillonner. Ici là, est-ce qu'on a rafistolé? Est-ce que c'est eux qui coupent le courant aux gens? Vous comprenez que parfois Eneo n'est même pas au courant. Donc, il faut sensibiliser nos frères d'abord aussi. Que arrêtez ça parce qu'ils vont créer des émeutes. Parce que la plupart des quartiers sont sortis pour leur dire, mais attends, arrêtez ça. Ou même d'abord l'ordonnance qui vous permet de venir couper le courant aux gens. Donc voilà. Terminons avec Patient Parfait d'homme avec ce propos. Revenons aux fondamentaux que nous avons bien dessinés sur le plateau. C'est-à-dire que l'État doit être le nouveau propriétaire d'un secteur stratégique pour impulser. On est tous d'accord, monsieur Ndom. Patient Parfait d'homme, je vous dis merci d'avoir été là ce matin. Albert Anatola ici, merci. Docteur Ya, merci. André Kisselfaga, merci à vous. Que Dieu bénisse le Cameroun. Que Dieu bénisse le Cameroun. Ça repasse. Et que, bon, passez une bonne semaine, messieurs. Surtout délivre Néo, parce que vraiment, ça, c'est un problème grave. Messieurs, c'est terminé pour ce matin. Mesdames, messieurs, c'est terminé ce matin pour cette édition de DBS Matin. Au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. N'oubliez surtout pas, votre dos c'est le passé, votre devant c'est l'avenir. Là où vous vous trouvez en ce moment, si c'est le présent, qu'est-ce qu'on fait du présent? Eh bien, on en profite. À demain, c'est à Dieu. Au revoir.